Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Cité des sciences et de l'industrie. Je suis Gilles Davidovitch de la Société astronomique de France et on va vous accompagner cet après-midi dans le cadre bien de ces 3 jours consacrés à la Lune. Sous toutes ses facettes, eh bien, on va vous accompagner cet après-midi pour poursuivre la découverte de l'astre de nos jours et surtout de nos nuits, du compagnon de la Terre, avec 2 spécialistes de la photographie, de l'astrophotographie. À ma gauche, Thierry Legault, qui est un astrophotographe français très connu dans le monde entier pour les qualités de ses prises de vue et de sa technique et sa technicité pour faire des photographies de la Lune, mais pas seulement de la Lune, des astres et du ciel profond. Et puis à ma droite, Olivier de Goursac, qui est aussi un spécialiste de l'image, mais lui plutôt du retraitement digital de l'image, des images de la Lune et des planètes ramenées par les sondes spatiales de la NASA, de l'Agence spatiale européenne, ou parfois d'autres agences aussi, les Chinois, les Japonais. Donc Olivier retraite patiemment derrière ses ordinateurs, recompose des images, les remet en situation pour pouvoir nous restituer des panoramas ou des photographies les plus réalistes possibles au travers de ces retraitements dont il va nous parler. Alors, mes 2 invités ont écrit beaucoup de livres, participé à énormément de livres. Donc, certains sont là-bas en exposition. Je vous invite à aller les consulter à la fin de cette conférence, et évidemment, cette table ronde, et évidemment, c'est interactif, donc vous pourrez poser des questions à mes 2 invités sans aucun souci. Voilà, alors Thierry, ils sont en plus de la même génération, c'est-à-dire, je ne vais pas donner leur âge, mais ils sont de la même génération, et évidemment... Moi, je n'ai pas de secret, j'ai 55 ans. Ah bon, 55 ans, pas de secret. Il n'y a que 2 chiffres. Il n'y a que 2 chiffres, donc très bien. Mais vous avez tout. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas vécu à Apollo 11 en direct, j'étais pas né, à quelques années près. Mais vous étiez jeunes enfants, et donc évidemment, la première question qui me vient à l'esprit avant qu'on découvre vos photos magnifiques, c'est et l'un et l'autre, est-ce que Apollo 11 et Armstrong, Aldrin et Collins, est-ce que ça vous a marqué au point de faire naître cette vocation, de passer énormément de vos jours et de vos nuits à faire des photographies, à les retraiter, à les présenter et à patienter comme ça pendant des heures, des dizaines d'heures? Thierry, d'abord. Bonjour à tous déjà. Moi j'avais 7 ans. Donc mes souvenirs sont assez flous. Je me souviens quand même qu'on avait la télévision et que, je me souviens vaguement d'images à la télévision, qu'on en avait beaucoup parlé. Mais je pense qu'au-delà de ça, au-delà du souvenir que j'ai pu en avoir, c'était une époque de pionniers, c'était l'époque de l'espace. Fin des années 60, début des années 70. Il y avait un engouement extraordinaire à cette époque-là pour le ciel, pour la Lune, pour tout ce qui se passait dans l'espace. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, je me suis mis à lire des revues scientifiques, des revues de vulgarisation, genre Science et Vie. Et puis je suis venu à l'astronomie de manière naturelle comme ça. Et toi, Olivier? Moi, j'avais 10 ans et en fait, j'étais absolument passionné déjà par l'espace. Je fabriquais des lemmes en mécano. Et mon père, qui allait souvent aux États-Unis, me ramenait les premières maquettes à construire en plastique du lemme. Et c'était pas très belle, c'était pas très précise, on s'en fichait. Mais on pouvait décrocher les tâches de descente des tâches de remontée, ce qui était déjà fabuleux. Et on pouvait plier les pattes. Et avec la cabine Apollo, et en plus tout pouvait se joindre. Donc en fait, je pouvais reconstituer dans ma chambre une mission avec la cabine Apollo et le LEM et la partie qui se posait sur la Lune. Et puis ma petite sœur était parfois un peu destroy et mon père me remplaçait de temps en temps les maquettes parce que les pattes du LEM cassaient. Mais voilà, c'est le souvenir que j'en ai. Non, c'est passionnant. Pour les jeunes, imaginez, pour les jeunes de l'époque, c'était se poser sur la Lune, ça fait naître des milliers de vocations à cause de ça. Parce que d'abord, il y avait l'aspect ludique pour un gosse et on joue avec. Et puis pour les grandes personnes, c'était des jouets de grandes personnes aussi. Donc les adultes étaient aussi intéressés et passionnés que nous. Voilà. Bon, très bien. Donc, quand même, très impliqué dès le plus jeune âge. Alors, ça me fait plaisir parce que, moi, c'était plutôt la planète Mars que la Lune, avec les missions spatiales automatiques des Vikings, et puis après, évidemment, celles qui ont continué, et notamment Spirit et Opportunity. Alors, la Lune, évidemment, elle hante l'humanité probablement depuis le début de son existence. C'est quand même un astre très près.
C'est le seul. Alors c'est un peu frustrant parce qu'en même temps, voilà, quand on est sur la planète Saturne ou sur la planète Jupiter, eh bien, il y a plein de lunes qui parcourent le ciel nocturne. Et alors que sur la planète bleue, eh bien, on n'a un seul compagnon, c'est ce satellite à 380 000 km de distance qui finalement bien, terrorise un peu les jardiniers, terrorise les sages-femmes, terrorise les chercheurs de champignons, puisqu'il y a des chercheurs de champignons qui partent chercher les champignons avec la Lune. Alors tout ça, on en a parlé en fait ces 2 derniers jours au sein de la Cité des Sciences, de toute cette finalement toute cette mythologie autour de la Lune. Alors mythologie plus ou moins scientifique, c'est pas le mauvais terme, mais voilà, alors là, on est plutôt dans le factuel, plutôt dans le concret, mais on est aussi un peu dans l'artistique et dans la poésie, je trouve. Et on va commencer par tes premières photographies, Thierry, si tu le veux bien. Est-ce que tu... Voilà. Oh, pardon, je reviens en arrière. C'était celle-là, la première. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la lumière sur la scène, s'il vous plaît? Comme ça, si c'est possible, un tout petit peu. Hein. Un petit peu, voilà, un petit rayon de lune sur nous éventuellement. Un petit clair de lune. Un petit clair de lune, voilà. Alors voilà, Thierry, ta première photographie, c'est celle-ci, donc c'est évidemment la face visible. C'est la face visible, oui. Je n'ai pas eu le budget pour aller voir la face cachée. Alors explique-nous un peu quelles sont les conditions d'une prise de vue telle que celle-là. D'abord, est-ce qu'il n'y a qu'une seule photo? Est-ce que c'est un assemblage de photos? Est-ce que c'est fait avec un appareil photo normal, un télescope, une lunette, caméra électronique? Explique-nous un petit peu tout le contexte. En l'occurrence, j'aurais pu le faire avec beaucoup d'instruments et pas mal de types d'appareils. Ça a été fait de manière relativement simple, avec une lunette astronomique qui fait 150 mm de diamètre. Donc ça commence à être une grosse lunette. Mais j'aurais pu faire ça avec une lunette plus petite, 100 mm, voire un peu moins. Et puis avec un boîtier réflexe, tout simplement. Donc c'est une photo. Je travaille en RAW, comme toujours bien sûr avec les réflexes en astronomie, puisque le format JPEG est trop destructeur. Voilà, il y a relativement peu de traitement, un petit peu d'ajustement de contraste, un petit peu de netteté aussi, un peu d'accentuation. Et puis voilà, c'est tout. La pleine lune est une cible pas très difficile à photographier parce qu'il n'y a pas de grande variation de contraste et c'est relativement plat, puisque comme on le voit là, le soleil éclaire de face, donc il n'y a pas d'ombre. On voit un tout petit peu les ombres là sur le côté droit, en haut à droite, voilà, sur le limbe, on voit un tout petit peu de cratères. Donc c'était pas une pleine lune parfaite. Voilà, on voit légèrement les cratères ici, mais la pleine lune est quelque chose qui est assez simple à photographier et à traiter. En plus, c'est très brillant. Et donc le temps de pose est court. J'aurais pu faire la photo même sans instrument, sans monture, avec des moteurs finalement, sans suivi. D'accord. Et là, finalement, sur cette photo-là, donc effectivement, très peu d'ombre portée, à part sur le limbe, et encore, c'est très très discret. Donc, on voit quoi si tu devais détailler en fait la géographie lunaire sur cette pleine lune? Qu'est-ce qui est le plus symptomatique là? On voit, quand on le regarde d'un peu loin, on voit toutes les mers, évidemment, toutes les parties sombres qui sont là. Je ne vous les détaillerai pas une par une, je ne les connais pas par cœur. Je suis aussi mauvais en géographie lunaire qu'en géographie terrestre. Et puis évidemment, alors, on voit ici le célèbre Tycho, qui est un des cratères les plus récents, enfin un des grands cratères les plus récents, probablement le plus récent. Enfin, quand on dit récent, c'est quand même quelques millions d'années, je crois. Ah oui. Mais à l'échelle de la Lune, à l'échelle de l'âge de la Lune, c'est récent, et on voit très bien les éjectats ici dus à l'impact. La radiation. Voilà, tout ce qui est parti dans tous les sens. Alors, il y a d'autres cratères ont aussi fait ça, mais les éjectats se sont effacés au fil du temps. Et puis il y en a aussi un qui est plus vieux, mais un peu visible aussi, bien visible aussi, c'est Copernic. Ici où on voit aussi toute la partie d'éjecta qui est autour. Voilà. Sinon, on reconnaît d'autres cratères. Ici, il y a Platon, par exemple. Globalement, la précision, quels sont les détails les plus précis en termes de centaines de mètres ou de choses comme ça? Sur une photo comme ça, non, on va chercher les 10 km. 10 km de précision à peu près. Oui. C'est pas encore disons, une dizaine de kilomètres, on va dire. Et finalement, quand on regarde la Lune aux jumelles, la pleine Lune aux jumelles, ce qui est évidemment
pas dangereux de faire, contrairement au Soleil. Il ne faut surtout pas regarder le Soleil avec des instruments non protégés. La Lune, on a à peu près cette vision-là, en fait. Oui, on a cette vision-là, oui. Aux jumelles ou dans un petit instrument astronomique, on a une vision. Dans un petit instrument amateur, on a voilà. cette... Tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. Bon, très bien. Olivier, est-ce que tu as un commentaire à faire sur cette pleine Lune? Non, c'est très beau. Rien de plus à dire que c'est très beau. C'est très beau, ouais. Voilà. Et les astronautes, on en reparlera tout à l'heure, hein, parce qu'évidemment, tes photos à toi sont les photos du sol de la Lune prises par les astronautes américains. Et finalement, les astronautes se sont promenés de ce côté-là de la Lune et pas de l'autre côté. Donc on retrouvera les visions au sol. C'est la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont vu en s'en approchant. Donc ils voyaient ce qui les impressionnait beaucoup, c'est que quand ils s'approchaient de la Lune, vraiment avec dans la cabine Apollo, ils la voyaient grossir, bien sûr, et ils voyaient davantage de cratères. Donc, il y a des moments, ils la voyaient très précise et ils disaient que c'était très impressionnant à voir depuis l'espace. Et puis, ils se rapprochaient, puis ils se rendaient compte que c'était un monde sur lequel ils étaient exposés. Avant, c'était loin, c'est de la Terre. C'est ça. Et donc, grâce aux photos là qu'on voit, maintenant, on a une vision un peu de ce que les astronautes voyaient quand même. Bref, si vous voulez vous lancer dans la photo astronomique, pour ceux qui n'en font pas déjà, la Lune, c'est souvent la première cible qu'on prend. C'est brillant, ça se repère bien, ça se pointe facilement. Le temps de pause sont courts et on peut faire des photos vraiment sympas. Il faut régler l'exposition en manuel, essayer de trouver la bonne exposition, ni trop longue, à ce moment-là, ça ferait un rond tout blanc, ni trop courte, ça serait trop sombre. Mais voilà, c'est un objet facile à prendre. Très bien. Deuxième photographie. La deuxième photo, c'est évidemment toujours la Lune, mais prise en quartier. Parce que la Lune a des phases. On voit bien que dans sa course autour de la Terre, et dans le jeu avec la course de l'ensemble autour du Soleil, effectivement, il y a des jeux de lumière, des jeux d'ombre avec des croissants, des quartiers. Et donc là, elle est exactement orientée comme tu l'as vu dans ton objectif. Oui, tout à fait. Là, elle est un tout petit peu plus grosse qu'un quartier. Elle doit être à 55% d'illumination à peu près, un peu plus de 50%. Ça veut dire qu'avec le Soleil, elle fait un angle d'un peu plus de 90 degrés. Voilà, donc quand le Soleil se couche ou se lève, alors, pour un premier quartier, quand le Soleil se couche, la Lune passe aux environs du méridien, au sud. Et puis en dernier quartier, c'est la même chose. Quand le Soleil se lève, la Lune passe au méridien, au sud. Alors là, elle devient un peu plus énigmatique, puisque les ombres portées, du coup, par rapport à la photo précédente, où il n'y avait quasiment pas d'ombre, là, on commence déjà à percevoir les reliefs, notamment sur le Terminator, cette ligne, cette frontière entre le jour et la nuit, oui, où on voit les reliefs se distinguer et on commence à apercevoir sensiblement en fait, ces montagnes, qui ne sont pas des vraies montagnes par rapport aux montagnes terrestres, mais qui sont des reliefs des cratères. Voilà, ce sont des bords de cratères. Alors, des cratères, on en voit des tas. Ici, par exemple, vous avez Ptolémée, qui est un grand cratère. Puis ici, même ça, ce sont des bordures de grands cratères aussi. Là, il y a les Alpes. Les Apennins doivent être par là. Voilà. Donc, en fait, la Lune est plus intéressante à observer à ce moment-là. Beaucoup d'astronomes amateurs, quand c'est la pleine Lune, ils vont se coucher. Parce que la pleine Lune, c'est la pollution nocturne. Voilà, déjà la pleine Lune, on ne voit pas bien les cratères, comme on l'a vu sur la planche précédente. Et puis en plus, elle éclaire tellement le ciel qu'on ne peut pas observer grand-chose d'autre. Bon, à part les planètes, bien sûr, on peut observer Mars, Jupiter, Saturne, Vénus, même à la pleine Lune. Mais des galaxies et des nébuleuses, on ne les observe pas à la pleine Lune. On peut les photographier, c'est un petit peu plus compliqué. Et comme il n'y a pas beaucoup de cratères, souvent on ne fait pas grand-chose à la pleine Lune, sauf une exception que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on l'observe et on la photographie plutôt en cratère, c'est plus rigolo. On a les reliefs qui changent d'un jour sur l'autre. Alors la Lune, paradoxalement, on va dire c'est un astre figé, c'est un astre mort, donc il change jamais. Mais avec ce jeu de phases et de libration, en fait, la Lune a un effet de balancement qui fait que de temps en temps, on voit beaucoup plus un pôle que l'autre. Donc il y a des effets de balancement dans ce sens-là, et il y a des effets de balancement dans ce sens-là. Ce qui fait que si on observe bien la Lune, si on a la chance de ne pas avoir évidemment de perturbations atmosphériques, prenons un ciel terrestre sans nuages, si on observe l'ensemble d'un cycle lunaire, on va pouvoir avoir plus de la moitié
du disque. Oui, tout du à fait fait. de ces histoires de libération et de phase où on peut aller chercher un tout petit peu derrière, entre guillemets. Oui, on peut voir à peu près 60%, je crois, de la Lune. Avec cet effet, on voit bien sur les animations, avec une image prise par jour, cet effet de balancement et d'oscillation de la Lune, c'est assez spectaculaire. Mais pour faire ça, faut avoir du beau temps pendant un mois de suite pour faire une photo par jour, chose qu'on n'a à peu près jamais ici. En France, non. En France, enfin, tout au moins dans le Nord, c'est pas évident. Et là, pareil, une photographie donc avec un appareil photo réflexe. Une photo avec la même lunette, 150 mm, un boîtier réflexe. La pose doit être de un quart ou un huitième de seconde à 100 ISO. Et puis voilà, c'est une photo. C'est pareil avec un petit peu d'accentuation, des contrastes un petit peu retravaillés parce qu'il faut remonter un petit peu les lumières de la zone qu'on appelle ici la zone du terminateur. Donc retravailler avec un logiciel classique de retraitement d'image. Oui, voilà, un Photoshop, un PaintShop Pro ou autre, en jouant un petit peu sur les contrastes et les lumières. Voilà. Mais rien de bien sorcier non plus. Et globalement, là, on est quasiment dans ce qu'un œil moyen, parce qu'on n'a pas tous la même vision des couleurs, on n'a pas l'œil droit, l'œil gauche aussi, ça peut être parfois un peu différent. Là, on est dans une vision naturelle de la Lune. C'est les couleurs naturelles. Oui, quasiment. Alors ça, c'est une photo qui a été repassée en noir et blanc. La Lune n'est pas très colorée, elle est plutôt c'est plutôt brun, dans les bruns. Moi je la passe en noir et blanc. Moi la nuit, je la vois plutôt, c'est pareil, plutôt en noir et blanc, avec pas trop de couleurs. Donc je la passe en noir et blanc. On en reparlera des couleurs et des vraies couleurs du sol avec Olivier, du sol et des atmosphères de la Lune. Alors il n'y a pas d'atmosphère évidemment sur la Lune, mais du sol lunaire qui peut être un petit peu coloré parfois, comme on l'a vu avec Apollo, mais surtout des cieux, de la couleur du ciel de Mars ou de Vénus qui est capable de changer dramatiquement. Bon, très bien. Autre photographie ? La suivante. Voilà, pardon. La suivante, voilà, on diminue encore un petit peu, on se rapproche du Soleil, enfin on se rapproche du Soleil en apparence. L'écartement entre la Lune et le Soleil diminue. Donc ça doit être un premier croissant pris le soir. Il y a la mer des Crises, là, le grand bassin à droite. Le grand bassin à droite, qui est aussi un reste de cratère. Les petits croissants, c'est vraiment joli. Petits croissants du soir ou du matin. C'est très joli parce que quand on regarde les pointes, en fait, surtout la pointe gauche, on voit que finalement il y a des petits morceaux qui semblent comme ça détachés, alors qu'évidemment c'est juste de l'ombre, mais ça semble flotter comme ça, posé au milieu du ciel. Ça doit être très beau à voir d'ailleurs en visuel. Ah oui, c'est magnifique. Et puis en plus, là on l'a pas, mais on peut en travaillant certaines images prises avec un croissant un peu plus fin que ça, on peut la voir. C'est toute la partie, ce qu'on appelle la lumière cendrée, c'est-à-dire la partie de la Lune que l'on voit bien à l'œil nu, quand on a un petit croissant fin. Là, ce croissant commence à être un petit peu gros, mais on arrive encore à deviner à l'œil la lumière cendrée, qui est un clair de terre sur la Lune. C'est le reflet de la lumière terrestre sur la zone sombre de la Lune. La lumière le Soleil éclaire la Terre, qui elle-même éclaire cette partie sombre, ici, qui est évidemment cachée du Soleil, puisque le Soleil est de l'autre côté. Et là, alors on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de turbulence dans tes photos. Donc c'est un peu la magie et la qualité de ton matériel. C'est qu'il n'y a pas du tout de filtre. Vous savez que l'atmosphère terrestre finalement est composée de beaucoup d'eau, quand elle n'est pas trop polluée, enfin de vapeur d'eau, et puis de plein d'autres choses en suspension. Donc ça fait un filtre plus ou moins turbulent en fonction de la nature de l'atmosphère à ce moment-là. Et là, on a l'impression finalement que tu t'affranchis totalement. On a l'impression que tu as fait comme Audouin Dollfus en 59, que tu es parti en ballon à 10 ou 15 000 mètres d'altitude prendre des photos de la Lune. Comment tu obtiens ? Est-ce que c'est vraiment le site et le moment où tu es en train de faire ton observation qui permet d'obtenir ça, ou s'il y a des techniques ? Il n'y a pas beaucoup de secrets. Le plus grand secret, c'est la persévérance. C'est comme tu le dis, effectivement, la turbulence de l'atmosphère, la plupart du temps, brouille les images. C'est flou. Comme quand on observe un paysage lointain au-dessus d'une route chauffée en hiver, au-dessus d'un feu, ça bouillonne, c'est flou, on ne voit pas bien les détails. Ça turbule. Ça turbule, comme disent les astronomes. Là, c'est la même chose. Alors évidemment, comme on utilise des instruments astronomiques qui grossissent l'image, ils grossissent aussi cet effet de turbulence. Et donc, avoir des images qui sont nettes, malheureusement, ce n'est pas tous les jours. C'est tous les jours quand on est dans l'espace.
Et c'est une des raisons principales pour lesquelles a été lancé le télescope Hubble, c'est pour s'affranchir, c'est pas la seule raison, mais c'est pour s'affranchir de ces turbulences atmosphériques dont souffrent les astronomes. Astronomes qui cherchent les meilleurs sites de la planète pour installer leur télescope professionnel, d'où l'intérêt d'un site comme le Pic du Midi, dans les Pyrénées, qui bénéficie assez régulièrement de conditions de turbulences assez stables, enfin assez faibles. Voilà, au Chili aussi, où il y a les grands télescopes, là, le VLT, le Very Large Telescope. À Hawaï, enfin bref, on met les télescopes sur des sommets montagneux ou des très hauts plateaux pour justement essayer de se placer au-dessus des turbulences des basses couches de l'atmosphère. Après, c'est sûr que une photo comme ça, j'en ferai pas à tous les croissants. C'est une fois de temps en temps. Et puis après, c'est des dizaines, voire des centaines de photos prises les unes à la suite des autres. Et il y en a une qui a un piqué parfait. Voilà, alors il y en a une qui est nette dans ce coin-là, et une autre qui est floue dans ce coin-là. Avant qu'on change, je voulais juste dire qu'elles sont tellement bonnes, tes photos, que regarde, sur le limbe, là, on voit même les creux et les bosses des cratères par la tranche. Ouais. Et on voit les petits reliefs. Effectivement, il faut dire que l'écran ici, les projecteurs sont très très bons, de très bonne qualité, et là effectivement on voit... Vraiment, on a l'impression de survoler une planète, hein, vraiment, c'est vraiment ça. Et donc sur certaines photos, en fait, il y a la photo d'avant ou la photo d'après, elle peut être un petit peu trouble à droite ou à gauche. Ah oui, la photo d'avant ou celle d'après peut être complètement floue, peut être très floue sur un bord ou un autre. Et tu prends combien de photos pour obtenir une belle comme ça? J'en prends 100 ou 200. D'accord. Mais maintenant en numérique, c'est ça qui est bien, c'est qu'on dépense plus de pellicule, donc ça coûte rien en fait. Puis après, on supprime les fichiers dont on ne se sert pas, peu importe. Il suffit d'avoir une grosse carte mémoire dans l'appareil. En les superposant, ça donne des résultats aussi? Oui, on peut. C'est une technique qu'on utilise, et c'est une bonne transition, justement, pour les photos qui sont... Voilà, pour ce genre de photos, puisque je peux passer directement là-dessus. Je reviendrai sur celle d'avant ensuite, mais... Alors là, on est en capsule Apollo, là. Là, on est en capsule Apollo, on est au-dessus de la Lune. On essaie de jouer un peu les astronautes. Grossissement, c'est combien, là? Alors, c'est pris... on va parler plutôt de focale que de grossissement. Alors, un grossissement sur un télescope, là, il faudrait monter à 300-400 fois. C'est pris, là, en l'occurrence, avec un télescope dont la focale... Alors, un télescope, beaucoup d'entre vous doivent le savoir, c'est rien d'autre qu'un gros téléobjectif, finalement, sur laquelle on peut mettre soit un oculaire pour regarder à l'œil, soit un appareil photo pour faire des prises de vue. Et là, c'est un télescope de 350 mm de diamètre, puisqu'on parle souvent de diamètre de miroir pour les instruments. Et la focale a été portée à 8 mètres à peu près. Donc ça fait un téléobjectif de 8000 mm de focale. Alors le télescope ne fait pas 8 mètres de long, hein, heureusement. Mon jardin fait moins de 8 mètres de long, donc ça déborderait sur celui du voisin. Mais par un système de multiplicateur de focales, on arrive à des focales très, très grandes qui sont nécessaires pour avoir les tout petits cratères. Les plus petits cratères que l'on voit dans la célèbre arène de Clavius. Alors Clavius, c'est un des cratères les plus connus. Voilà, c'est le grand rond. Alors il est rond, hein, on le voit ovale par effet de perspective. C'est là où se fait poser Tintin, je crois, non? C'était dans Clavius, Tintin? C'est dans Clavius. Donc là, les plus petits cratères qu'on voit au fond, là, ceux qu'on devine dans les zones un peu plates, on est un peu en dessous du kilomètre. C'est remarquable. C'est fantastique. Là. Et là, donc, là, Olivier, là, on a, en termes de géologie, de géomorphologie, on commence à rentrer dans l'intimité de la Lune. Là. On est sur un haut plateau qui est ponctué de cratères. Ça, très visiblement, c'est ça. Enfin, c'est comme ça, à première vue, je le vois comme ça. Oui. Extraordinaire aussi, l'intérieur. Si on regarde tout en haut au limbe, là, on voit une montagne. On voit les rebords de cratères. On voit les rebords de cratères. C'est une vue telle qu'Apollo, on l'avait, la caméra métrique d'Apollo 15, qui prenait des vues en orbite automatiques du limbe, justement, dans le sens de la trajectoire de la cabine. Et on avait des vues comme ça, un peu, dont la perspective était un petit peu transformée, mais c'est très... Là, on est vraiment en train de surveiller la Lune, tout à fait, je confirme, c'est ça. Hein, oui, c'est vraiment ça. En fait, moi, ça me rappelle beaucoup les catalogues faits par les astronomes professionnels dans les années 60
pour préparer, pour documenter en fait la NASA avant de préparer les missions lunaires Apollo, où depuis le sol, depuis les plus grands observateurs du monde, dont certains Français d'ailleurs, et les grands astronomes de cette époque-là ont travaillé sur la documentation de la Lune et la cartographie lunaire grâce à des clichés de ce type-là. Ben ça me rappelle, j'ai encore chez moi un livre des années 60, c'était avant le premier pas sur la Lune, ça s'appelait Planète et Satellite, je pense que ça doit te dire quelque chose. Oui, et il y a dedans une photo de ce fameux Clavius prise au télescope de 5 mètres de diamètre du Mont Palomar, que je trouvais fantastique à l'époque. Et si je mets les deux côte à côte, j'ai 10 fois plus de cratères là. Hein. Ah ouais. Alors ça, c'est quand même un phénomène incroyable dans la modernité en fait de ces quelques dernières décennies. C'est l'accélération des techniques et des technologies, mise à la portée de quasiment de tout le monde, parce que ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent que finalement sont des sommes que les gens peuvent acheter assez facilement, enfin mettre dans le commerce assez facilement, pour pouvoir s'équiper. Là où, il y a 50 ans, c'était des astronomes professionnels qui obtenaient les mêmes types de résultats, ou voire même un peu moins bien. Ah oui, tout à fait. Et c'est là où le numérique a été une vraie révolution pour la photo astronomique. On a vraiment changé d'époque. Autant l'argentique, c'était bien pour la photo courante, mais pour faire des photos astronomiques, c'était une véritable galère. Aujourd'hui, en numérique... alors, pour ce genre d'image, la technique est différente des précédentes où on voyait la Lune en entier. Là, ça a été pris avec une caméra vidéo. D'accord. Donc une caméra CCD. Une caméra, oui, avec un capteur CCD. Oui, maintenant j'ai du CMOS. Bon, on utilise les deux. Maintenant, on bascule beaucoup vers le CMOS. Le CCD va finir par disparaître. Donc c'est une caméra numérique. C'est une caméra numérique. C'est pas un caméscope. Hein. C'est une petite caméra qui n'est pas bien grande, comme une boîte d'allumettes à peu près, enfin une grosse boîte d'allumettes, avec un capteur noir et blanc. On utilise beaucoup les capteurs noir et blanc ou monochrome en astronomie. Parce que, bon, pour la Lune ou pour le Soleil, par exemple, voilà, comme les couleurs sont très peu marquées, on préfère en général faire des images en noir et blanc. Les capteurs sont beaucoup plus sensibles et donnent des images un peu plus nettes aussi. Et alors là, on fait des petits films de 1 ou 2 minutes. Ce qui fait, quand on enregistre 30 images par seconde, ça fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'images. Moi, aujourd'hui, j'ai une petite caméra monochrome qui tourne à 80 images par seconde. Donc si je fais un film de 2 minutes x 120 x 80, ça fait des centaines et des centaines d'images. Et on rentre ça dans un logiciel. Alors c'est des logiciels, c'est pas du tout Photoshop, c'est complètement différent. Ils sont gratuits en général, et ils sont vraiment adaptés à l'astronomie. Ce logiciel, je vais donner le film au logiciel. Moi, je vais aller prendre un café ou regarder une émission à la télé, et il va tout faire tout seul. Dans cette série de, disons, 1000 images, il va découper la zone en petits morceaux, un petit carré ou un petit triangle. Et puis il va regarder dans les 1000 images quelles sont les images où la petite zone, le petit bout de cratère est le plus net. Et il va ne garder que celle-là. Et il va faire ça pour chaque petit morceau de l'image. Il va les empiler. Il va les recentrer parce que la turbulence, elle rend flou puis elle déforme aussi. Donc tous les petits carrés, il va falloir non seulement les rendre plus nets, mais aussi faire une espèce de jeu de puzzle pour les recaler. Voilà, un effet de chewing-gum, exactement. Un effet de morphing, si on veut, du morphing. Pour aboutir à une image nette. Et quelques minutes, ou allez, on va dire un quart d'heure plus tard, le logiciel me sort une image qui est la meilleure image possible extraite de ma vidéo. Alors, ici, bon, je n'ai pas passé la vidéo originale, hein, j'aurais pu, où on voit la Lune, ça bouillonne, ça se tortille. Puis de temps en temps, de manière très fugitive, dans 1 ou 2 images de la vidéo, hop, dans un petit coin, hop, ça devient un peu plus net. Et puis un moment, c'est là, un moment, c'est là-bas. Et là, ces logiciels-là, couplés à la sensibilité des capteurs d'aujourd'hui, ça fait vraiment des choses extraordinaires. Et là, c'est le cas pour cette image-là. Ah, c'est le cas pour cette image-là. Et là, donc, en fait, finalement, c'est pas tout à fait la réalité de l'instant où tu as fait ton observation, oui. Mais c'est un mix produit, si je peux dire, le meilleur de toutes. Voilà, c'est un empilement d'images, un moment de sélection de morceaux d'images. Alors évidemment, l'allure de la Lune et les ombres n'ont pas changé pendant toute la vidéo. Hein. Ouais. On ne prendrait pas une vidéo sur 1 heure ou 2 parce que là, les ombres commencent à courir. Oui. Voilà. Très bien, splendide. Une autre zone, beaucoup moins tourmentée, qu'est le golfe des Iris.
qui est aussi des remparts d'un vieux cratère très très grand, qui a été rempli par de la lave, partiellement rempli par de la lave qui a coulé depuis le haut à gauche, avec quelques cratères plus récents. Alors là, la lave a coulé, donc finalement a effacé les cratères anciens que l'on voit ici. Et ça, ceux-là, ce sont des cratères plus récents que cette coulée de lave qui est venue. C'est très impressionnant parce que là, on voit aussi le rempart du cratère et sa dégradation, la dégradation du versant. On voit les morceaux sur la partie sud, la partie droite de cette image. Ici, voilà, toute cette zone-là, voilà, où on voit que le rempart est en train de partir, en fait, en train de s'éroder. Alors, mais ça va prendre des dizaines de millions d'années, peut-être même plus, puisqu'il n'y a pas d'érosion au sens où on l'entend sur la Terre. Du fait de l'absence d'atmosphère. Et puis en même temps, on voit l'intérieur aussi des gros cratères d'impact à droite. Là, on commence là aussi à rentrer dans cette géologie, cette géomorphologie. On voit un canyon à droite, magnifique, et les ombres portées par le soleil qui donnent cet aspect d'oblitération, de relief qui ressort bien. Pour en finir avec les gros plans sur la Lune, voilà celui dont je parlais tout à l'heure, Copernic, un cratère relativement récent, et ça c'est ça qui est le plus joli autour, c'est toute une série d'éjectats, ici tout autour. Voilà, on voit ici... Toute la matière, toutes les bombes qui sont retombées autour. Voilà, toutes les bombes qui sont retombées, puisque Copernic doit faire à peu près combien, 80 km de diamètre, je crois. L'astéroïde, si on peut dire, qui est venu frapper ici le centre, il devait faire une dizaine de kilomètres, à la louche. Donc en fait, le caillou qui frappe la Lune est beaucoup plus petit que le cratère. Le cratère est plus grand que l'objet qui est tombé. On voit les remontées ici des pitons centraux. C'est comme quand on laisse tomber une goutte de lait dans le bol, ça fait une espèce de pic au milieu. Là, ça a fait un peu le même effet. Effectivement, tout un tas de matière a été éjectée, puisque c'est une énergie absolument considérable. Donc la matière est partie très loin, à plus de 100 km, a été éjectée tout autour. Et si on prend ça, en fait, c'est le jour suivant. La Lune décroît, donc on est au dernier quartier, on se dirige vers la nouvelle Lune. Et on voit le changement d'éclairage entre les deux, c'est la même zone, entre un jour et le lendemain. On voit que rien à voir. Le cratère est beaucoup plus proche de la zone du terminateur, donc c'est plus sombre. Et les ombres, on voit très bien la longueur des ombres. Ici, les ombres sont beaucoup plus longues. Le soleil est à droite, évidemment. La lumière vient de la droite. Et on voit très bien la longueur des ombres qui change. Donc la Lune, paradoxalement, c'est un objet mort, mais on ne le voit jamais deux fois pareil, en réalité. Voilà, on l'observe un jour, on l'observe le lendemain. Encore le lendemain, Copernic a disparu, il est passé dans l'ombre et d'autres cratères sont visibles. Donc tu ne t'en lasses pas depuis ces années d'observation du ciel en général. Tu reviens régulièrement à la Lune. Il y a des moments en fait dans ta vie d'astronome amateur où tu oublies la Lune et puis d'un seul coup. Oui, voilà. Et puis la Lune, c'est tellement magique. Tu la redécouvres à chaque fois. Et puis aussi, il ne faut pas rater les occasions parce que des nuits pour faire des images comme ça, j'en ai une ou deux par an. Une ou deux par an, en Île-de-France. Oui. Alors, il ne faut pas les louper. Voilà, faut pas les louper. Il faut être au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est depuis ton jardin ? Ça, c'est depuis mon jardin en banlieue parisienne. En banlieue parisienne. Oui, tout à fait. Alors, je vais repartir un petit peu en arrière parce que là, on partait vers la nouvelle Lune, puisqu'on est allé au Croissant, au quartier au Croissant, et ça, c'est la Lune quand on ne la voit pas. Alors, j'ai beaucoup chassé, moi, personnellement, ce genre de photos-là. C'est la nouvelle Lune, l'extrême nouvelle Lune, avec un concours international d'ailleurs régulièrement, pour faire la photo de la Lune nouvelle, en fait, la plus jeune possible. Et ben ça, celle-là, elle fait quoi ? Et celle-là, elle a combien d'heures, celle-là ? Celle-là, elle a 0 heure. C'est la minute exacte de la nouvelle Lune. Voilà. À la minute de nouvelle Lune, alors, j'ai écrit en bas pour m'en souvenir, donc le 8 juillet 2013 à 7h14, donc 9h14 en temps légal. Donc la Lune était à un petit peu moins de 5 degrés du Soleil. Donc on ne la voit pas à l'œil nu. Alors non, on ne la voit pas à l'œil nu, on ne la voit pas dans un télescope. On ne la voit pas non plus dans un télescope. Non, on l'a qu'en photo. C'est pareil, on utilise les mêmes techniques que décrites tout à l'heure pour empiler
empiler des images. D'accord. Donc là, c'est pas une photo, là, c'est un agrégat. Non, là, c'est des centaines de photos empilées. Incroyable. Voilà. Avec un télescope qui pointe la Lune de manière informatisée. C'est ça. C'est forcément l'ordinateur qui trouve la Lune. C'est l'ordinateur qui trouve la Lune parce que moi, je ne peux pas la trouver, je ne peux pas la voir. On ne peut pas la voir, c'est physiquement impossible. Même le plus grand télescope du monde, c'est physiquement impossible pour l'œil de voir la Lune à ce moment-là. Alors c'est toi qui as gagné le concours alors? Oui, mais je n'ai pas participé au concours. Mais bon, on peut dire que j'ai gagné en quelque sorte. Et alors voilà l'instrument avec lequel ça a été fait. Voilà, donc voilà le matériel. Montage très étrange. Bon, c'est pris avec une lunette astronomique, voilà, qui est là, qui n'est pas très grande. Hein, voilà, il n'y a pas besoin forcément de très gros matériel pour faire de la photo astronomique. Une petite caméra vidéo, la petite caméra vidéo dont je parlais tout à l'heure, et puis une monture. Le pied. Voilà, une monture, pied, un gros pied, oui, pour que ce soit bien stable, et une monture entièrement informatisée. C'est-à-dire que je mets un filtre solaire sur la lunette, je pointe le soleil, je lui dis ça c'est le soleil, et la monture me dit ok, j'ai compris, ça c'est le soleil, je lui dis maintenant tu vas sur la Lune. Et la monture avec ses moteurs, elle se décale pour aller sur la Lune, et là il faut que je lui fasse confiance. Je ne sais pas exactement où est la Lune, enfin bon, j'ai une idée. J'espère que la monture s'est pas trompée. Et puis je fais les images, et puis une fois les images traitées, j'ai eu effectivement ce croissant extrêmement fin, donc à moins à 4 degrés et quelques du soleil. Donc pour empêcher la lumière du soleil de rentrer directement dans la lunette, j'avais fait, c'est très bricolage, j'avais fait un cache avec une planche mis sur une échelle, de telle manière que le petit rond ici, la lunette en fait vise la Lune à travers le rond, et la lumière du soleil, elle ne peut pas rentrer dans la lunette puisque il est derrière le cache. Donc combien de temps de préparation pour installer le matériel avant la photo? Ah bah la préparation, là, ça a été installation de la monture la nuit pour bien l'aligner sur l'axe des pôles de la Terre, la mettre en station polaire, on dit. Et puis attendre après tranquillement que le soleil se lève et puis faire la photo. Il a fallu courir aussi après une zone de beau temps parce que le ciel était couvert sur à peu près toute la France, sauf j'étais à l'ouest du Massif central. Il y avait des éclaircies, on voit des nuages aussi, et j'ai bénéficié d'une éclaircie, mais il a fallu là aussi courir après le beau temps. Très bien. On passe les gros plans. Hop, on revient sur la pleine lune. Alors ça, c'est un objet que j'aime bien photographier. C'est la station spatiale qui passe devant la pleine lune. Donc là, c'est une photo techniquement plutôt facile à faire. Oui. Il y a une seule photo ou c'est un agrégat encore? Non, là, il n'y en a qu'une seule. Là, il n'y en a qu'une seule, avec un réflexe numérique. Et donc, il faut, entre guillemets, simplement les éphémérides, c'est-à-dire l'agenda de passage de la station spatiale, oui, pour pouvoir obtenir une photo comme ça. Et est-ce qu'avec des jumelles, on détecte la station spatiale passer devant la Lune, ou est-ce qu'il faut obligatoirement une lunette ou un télescope? Non, on peut la voir passer devant la Lune. On peut aussi la voir passer devant le soleil. Dans le ciel. Si on a des filtres, évidemment, un filtre adapté, ça va de soi, filtre solaire, pas de bricolage. Voilà. Non, c'est vraiment des filtres vendus. Pas de verre fumé à la bougie, surtout pas. Pas de verre fumé, pas de filtre derrière à l'oculaire. Il faut mettre un filtre devant l'instrument. Donc il faut aller dans les boutiques d'astronomie, ils vendent des filtres adaptés pour ça. Pour la Lune, évidemment, il n'y a pas besoin de filtre. Alors c'est pas compliqué à voir effectivement ou à faire. La station spatiale, elle va très très vite quand même. Elle file à 28 000 km/h. Et là, on a l'impression qu'elle survole la Lune, alors qu'en réalité, elle est à 400 km de la Terre, et la Lune est à 380 000 km derrière. Voilà, donc la Lune est 1000 fois plus lointaine que la station. C'est ça. À peu près 400 000 et 400. Un peu moins de 400 000, voilà, 1000 fois plus loin. Un millième. Et la station spatiale, ici, a mis moins d'une seconde pour passer devant la Lune. Donc ta question, oui, on peut le voir, mais il ne faut pas cligner des yeux à ce moment-là. Hein. Ouais, sinon, ça va très très vite. C'est trop tard. Et puis elle ne revient pas. Hein. Enfin, si, elle revient. Et alors, quelle impression ça fait de faire cette photo-là et de l'observer, évidemment, en direct, et de savoir qu'à bord de la station spatiale, il y a des hommes et des femmes qui travaillent ou qui dorment et qui tournent autour de la Terre? C'est assez impressionnant. La station spatiale, je pense que pas mal d'entre nous l'ont vue ici. On peut la voir passer le soir ou le matin, certains jours à certaines heures, mais c'est un objet qui est très très brillant. Hein. Il est plus brillant que les avions, il peut être plus brillant que la planète Vénus.
on la voit en plein centre de Paris, on la voit passer sans problème. Là, tu es un astro-paparazzi, là, Oui. en faisant ça. Ah oui, Parce tout à fait. que c'est la taille de la station, c'est une centaine de mètres à peu près. C'est une centaine de mètres à peu près. En gros, c'est la taille d'un terrain de football. Donc là, on voit très très bien ces panneaux solaires et l'ensemble des modules en fait russes, japonais, européens et évidemment américains. Voilà. Remarquable. J'aime beaucoup faire ça parce que faut être au bon endroit au bon moment. Hein, le temps de passage est de moins d'une seconde. Et puis, il faut être juste au bon endroit pour l'avoir passé. Si je suis 5 km plus au nord ou plus au sud, je ne la vois pas passer devant. C'est ça. Il faut être vraiment, au bon GPS. endroit. Il faut un bon GPS, il faut une bonne montre. Une bonne montre aussi. Oui. Et alors, du coup, là, ça t'est arrivé de louper parce que tu n'étais pas prêt de louper la photo Ou tu prends vraiment. Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Non. Combien de temps tu te prépares avant, techniquement, tu mets en place, avant l'heure précise du passage? Là, je dirais au moins 1 heure avant. Pour être bien sûr que tout est bien en place, que la mise au point est bonne, que le télescope ou la lunette suit bien la Lune, que tout est bien prêt, que je ne me suis pas trompé d'heure entre l'heure d'hiver et l'heure d'été. Et puis attendre tranquillement que l'événement arrive. Là, on commence, Olivier, à être dans l'exploration spatiale avec des astronautes à bord d'un engin fabriqué par l'homme. Oui, tout à fait. Et eux, est-ce qu'ils voient la Lune comme ça, pareil, en fait. Pas aussi grosse, mais ils voient... Oui, à l'œil nu, oui. Oui, bien sûr. Puisqu'ils sont très très belles photos. Ils sont, comme tu le disais, ils ne sont qu'à 400 km d'altitude. Ils sont tout près de nous. Donc ça veut dire que quand ils passent au-dessus de nos têtes, ils sont plus près de nous que la ville de Lyon, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Mais c'est facile d'aller à Lyon en voiture. C'est plus compliqué. C'est très facile de faire 400 km horizontalement. C'est très difficile de le faire verticalement. Très compliqué. Il faut plus d'énergie. Très bien, magnifique cliché. Voilà. Ça, c'est un cliché, sans prétention, que j'ai fait et que ça commence à dater. Je l'ai fait en 2003. C'est l'éclipse de 2003. C'était à l'automne, je crois, 2003. Et j'avais fait ce petit montage. Alors, c'est un montage de 3 photos. C'est une éclipse totale de Lune. On voit et j'ai dessiné en fait l'ombre de la Terre. On voit bien ici, voilà. Donc c'est l'éclipse totale de Lune par la Terre. Hein. C'est comme ça qu'on le dit. Voilà. Par rapport à l'éclipse de Soleil par la Lune, là c'est l'éclipse de Lune par la Terre. Donc en fait, simplement, c'est la Terre qui passe entre le Soleil et la Lune. Et l'ombre projetée de la Terre sur la Lune donne ceci. Voilà. Une couleur brique orangée à la Lune. Une couleur un peu de soleil couchant, enfin, plus ou moins, puisque c'est les rayons du soleil réfractés au travers de l'atmosphère. Au travers de l'atmosphère terrestre qui sont déviés et qui éclairent la Lune. La Terre n'aurait pas d'atmosphère, la Lune éclipsée serait totalement invisible. Tandis que là on la voit encore en partie. Et puis nos ancêtres, eux, ils avaient bien compris que la Lune, quand elle est éclipsée, alors partiellement éclipsée, l'ombre fait un rond, comme ça, puis elle fait un autre rond ici. Ils avaient très bien compris, alors c'était les Grecs, je ne sais plus quel Grec avait déterminé ça, que c'était l'ombre de la Terre, que la Terre était ronde, et que la Lune était à peu près 3 fois plus petite que la Terre. Vous voyez, avec une image comme ça, et un peu de matière grise, ils étaient très forts. Voilà, ils n'avaient pas de télescope à l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur, mais ils avaient beaucoup de matière grise. Et ils savaient raisonner et ils savaient déduire des choses compliquées d'observation simple. Alors c'est l'un des exemples en fait qui démontre, parce qu'il faut encore le démontrer malheureusement aujourd'hui dans certaines parties du monde, que la Terre est ronde, que ce n'est pas un disque, et on a ici la preuve effectivement que la Terre est ronde et que la Terre n'est pas plate. Mais pardonne-moi, parce qu'il y a eu une question pour un champion connu. Il y a quelques jours, quelques semaines. Non, enfin, oui, il est daté un peu, mais c'est pas grave. On a posé la question à un candidat. Alors, quel astre est en révolution autour de la Terre? Alors, A, la Lune. B, le Soleil. 3, Vénus. 4, Mars. Bon, je ne sais pas si le public sait répondre. C'est compliqué comme question. Ouais. Et le candidat, on le voit, et puis il pense, oh là là, il fait appel au public. Et le public vote. 56% du public pense que le Soleil est en révolution autour de la Terre. Et oui, mais c'est pas notre public à nous. Non, mais c'est pour vous expliquer que c'est pas joué. Et Jean-Pierre Foucault, qui est très neutre, qui connaît la réponse, mais qui a bien rigolé en lui-même, dit ah oui, c'est quand même tangent comme réponse, etc. Et le candidat, évidemment, choisit le Soleil. Évidemment, bon. Ouais. Donc il y a encore du travail. Il y a du travail. Il y a du travail. Malheureusement, il y a du travail. Pour pourtant des sujets de base. Oui.
Voilà. On reste sur la Lune. Alors le transit lunaire, voilà, de la station spatiale, ça c'était la nuit du solstice 2010, solstice d'hiver, donc le 20, ça doit être le 20 décembre. Et quelques heures plus tard, alors malheureusement ça ne s'est pas passé en même temps, on avait une éclipse partielle de Lune. Ah, c'est joli. Voilà, un peu comme la photo précédente. Très très joli. Et la ligne de passage de la station devant la Lune passait près du Mont Saint-Michel. Donc je suis allé faire la photo, je suis resté, j'ai attendu quelques heures. Je suis allé faire cette photo, la photo d'éclipse. Donc là, par contre, là, c'est pas au télescope. Là. Ah non, C'est un télé ou un grand angle, enfin, ou un standard. Plutôt un télé, je crois que c'est faux, 135. 135 mm. Ouais. Donc un télé classique du commerce. Télé classique, un réflexe classique. Voilà. Sur un pied. Sur un pied, bien sûr. Oui, toujours sur pied. Donc là, c'est vraiment une photo entre guillemets que même moi j'aurais pu faire. C'est du côté normand d'ailleurs, d'après la. Côté normand, la Lune était côté normand, exactement. Oui. Elle n'était pas en Bretagne. C'est bien connu. Voilà, c'était peu avant le coucher de la Lune. Très très beau. Et puis après, c'est la suite. Après, c'est la suite. Alors, on va continuer sur la Lune avec Olivier. Merci beaucoup, Thierry. Vous poserez vos questions. Hein. J'espère que vous avez plein de questions. Vous poserez vos questions. On reviendra sur les photos. Mais finalement, quand tu photographies une éclipse, voilà, je reviens sur la question d'avant. Mais finalement, tu es le grand gagnant du concours parce qu'effectivement, la Lune, là, est en phase 0. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour une éclipse de soleil, oui. Oui, donc oui. Enfin non, mais là la Lune, elle a plus de, on voit plus on voit son cercle total, donc ça veut dire qu'en fait, il y a plus de croissant. Il y a plus de croissant. Mais il y a encore la lumière cendrée. C'est la Lune 0 heure. Hein. Le concours dans le monde, c'est la Lune 0 heure. 0 heure. La plus jeune Lune possible. Mais il y a quelques photographes américains aussi qui ont réussi des clichés de toute beauté de cette nature-là où on a un tout petit fil qui se promène. Alors Olivier, on va passer à tes travaux à toi, qui sont d'une nature un petit peu différente, parce que c'est pas toi qui prends la photo ou les photos initiales, mais ce sont soit des appareils automatiques, soit des astronautes, en fonction des lieux. Donc là, évidemment, pour l'instant, on en reste à la Lune. Donc ce sont des astronautes américains, 12 hommes qui sont allés sur la Lune, et quelques autres qui ont tourné autour de la Lune et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'y poser. Mais bon, c'était déjà un privilège de tourner autour de la Lune. Et qui ont fabriqué des photos. Alors parfois dans des conditions assez rocambolesques, pas toujours avec la méticulosité en fait de Thierry, pas avec une heure de préparation, pas. Donc ils étaient dans l'urgence, évidemment, au travers de leur scaphandre, avec des gants épouvantables, et puis peut-être un peu le cœur qui bat un peu vite. Non pas que celui de Thierry n'est pas ému quand il voit une éclipse devant le Mont Saint-Michel ou derrière le Mont Saint-Michel, mais là c'est leur vie, ils sont sur un astre hostile. Hostile, c'est ça. Et ils font des photos et après tu vas les retraiter patiemment, les corriger, les assembler, les nettoyer. Exactement, c'est ça. Alors d'ailleurs, c'est la preuve que l'homme a marché sur la Lune, c'est que les photos sont parfois des superbes ratages et que c'est pas fait en studio. Parce qu'il y a une mission qui a raté 70% de ses photos, c'est Apollo 16. Alors elles sont globalement belles, mais elles sont toutes floues. Parce qu'avec son gant, Young a fait pas bien. Il n'a pas bien fait la mise au point. Voilà, et il s'est resté sur un des appareils, en particulier la couleur, resté pas mis sur l'infini. Parce qu'il faut préciser en fait que les astronautes de Apollo avaient des Hasselblad, qui était un appareil photo mythique, la Rolls-Royce des appareils. Un Hasselblad vraiment tiré du commerce, qui était juste. Mais mythique quand même, le très haut de gamme. C'est l'appareil de studio. Ils avaient là un appareil, un 6 de studio. Il est bloqué devant eux en fait. Alors, oui, il était coincé devant eux. Alors, il pouvait le prendre, il pouvait quand même le prendre à la main, le sortir et le prendre à la main, faire 2-3 trucs, mais il restait globalement avec eux. Et surtout, ils avaient des gros boutons poussoirs, parce qu'avec les gants, comme tu avais raison de dire, ils ne pouvaient pas l'actionner facilement. Donc, mais ils avaient été un peu entraînés au maniement, mais ils n'avaient pas été entraînés à la prise de photo. Pas la visée. Non, c'est-à-dire qu'ils avaient été entraînés à la visée, à s'en servir, mais on leur avait pas dit, quand tu fais des photos, il faut que tu penses à bien te cadrer ton objectif par rapport au truc. Alors, il y en a certains. Alors, tu vas faire des mosaïques, on leur a dit, vous ferez des mosaïques, mais on leur a pas expliqué qu'ils devaient faire des petits sautillements sur place pour le faire, et donc ils ont dû même découvrir sur la Lune ce qu'ils devaient voir et comment le faire. Et du coup, ils ont pris plein de fois leurs pieds, plein de fois le ciel. Oui, voilà. Mais les ratages parfois sont très réussis aussi. Voilà. Alors on va découvrir. Voilà, on va découvrir tout ça. Alors ça, c'est une photo tout de suite. Je l'ai mise en couverture parce qu'elle est amusante. Bouton vert, merci. Alors celle-là, il y a 2 photos d'Aldrin prises près du drapeau.
Et l'une d'entre elles, il tourne la tête. Mais c'est celle que j'ai mise. En fait, il regarde Armstrong et en fait, il lui dit, en fait, parce que c'est Armstrong qui prend la photo. C'est Armstrong qui prend la photo et voit Aldrin. Et Aldrin tourne la tête et lui, en fait, son regard, c'est bon. Alors, ça y est, elle est prise la photo. C'était la seconde. La première, il est bien droit, il regarde le drapeau américain. Et la seconde, il tourne vers Armstrong dans le casque comme ça, en disant c'est en deux bières, en se disant c'est bon, en se disant ben on va pas me voir et manque de chance en retraitant bien l'image, on le voit. Ouais, parce que sur l'image initiale, on voit pas son visage. C'est un peu trop flou. Si, on le devine quand même. On devine quand même parce qu'il y a une pellicule d'or sur le. Non, il l'a pas mise justement. Ah, il l'a pas mise. Mais il y a un reflet du soleil et moi, tout mon travail, c'était d'enlever le reflet du soleil. D'accord. Et on découvre la tête d'Aldrin. Voilà. Donc là, ce sont des vraies couleurs. Ah oui, c'est vraiment couleurs réelles. Et c'est là qu'on voit que la surface de la Lune n'est pas noir et blanc, pur noir et blanc, mais il y a des dégradés extraordinaires de gris, des nuances splendides. Alors, elle est grise. Alors ça, c'est une image. Ah, c'est celui-là plutôt, non C'est celui-là, le laser, c'est là. Ah, laser, d'accord. Alors ça, c'est une image qui... alors attends, le laser, le truc, le machin... La commande, voilà. Je devrais être comme Shiva, j'aurai plus de bras. Je devrais être un martien, d'ailleurs. Les martiens en 4 bras, c'est bien connu. C'est bien connu. Alors, ça, c'est une image qui est recomposée à partir de plusieurs images. Armstrong était le plus nul de tous les photographes, hein, parce que c'était pas son objectif. C'est, comme vous le savez peut-être, ou ceux qui s'en souviennent ou qui connaissent pas, c'est pas grave. La mission Apollo 11, c'est une mission, je me pose déjà et je remonte. Je descends, je marche à la surface, c'est un plus, et je peux ramasser des cailloux, c'est un gros plus. Voilà. S'il y a des photos, c'est tant mieux. Et il restait que 2 heures à marcher sur la Lune, maximum. Donc en fait, c'est une mission ce qu'on appelle du pari gagné. Et donc Armstrong a fait quand même courageusement les photos qu'il pouvait faire, vite. Et il bougeait sans arrêt. Et donc cette image, c'est telle qu'il l'a vue Aldrin sur la Lune, mais elle est faite à partir de plusieurs images recomposées. Combien à peu près ? Il y en a 4, et en fait, qui ont légèrement bougé. Donc il a fallu que je retourne la perspective pour bien montrer comment le lemme était. Et là, à quelle distance on est à peu près du photographe ? Là, il est à 4,50 m d'Aldrin. 4,50 m d'Aldrin, et derrière le lemme. Le lemme est à 8 mètres, 8-10 mètres. 8-10 mètres. Voilà. Mais on a vraiment les couleurs et tel qu'il a vu la scène. C'est vraiment ça. Voilà. Et splendide, là, le piqué de l'image, la netteté de l'image, elle est remarquable. Au passage, avant de passer à la suivante, on voit que les astronautes, évidemment, ont planté le drapeau américain, il n'était pas là. Ils ont déployé au moins 2 instruments, un à gauche, et puis on voit le câble, on voit le câble en bas. Qui est le câble de la caméra télé. Qui est le câble de la caméra télé. Alors, les gens disent toujours, oui, on ne voit pas, regardez là, on ne voit pas l'ombre du drapeau, donc forcément c'est truqué. Bah si, parce qu'en fait, il y a un léger relief. Et l'ombre du drapeau, enfin le drapeau lui-même, il n'est pas visible là. Comme les ombres sont très allongées, il serait visible, le drapeau serait visible par ici à peu près. Bien plus loin derrière nous en fait. Donc en fait, la seule ombre qu'on pourrait voir, c'est le mât. Mais le mât, il est caché par le relief, donc on ne le voit pas. Par contre, j'ai des vues prises par la caméra automatique qui était dans cette fenêtre-là, et on voit bien que le drapeau fait une ombre. Donc les gens qui vous disent, oui, c'est faux, le cliché est truqué, ils ont oublié de regarder qu'il y avait une caméra témoin qui était une petite caméra 8 mm qui prenait toutes les secondes une image à partir de la fenêtre d'ici. Et en fait, on voit toute la scène se dérouler. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est la netteté, la finesse du grain de poussière au sol de la Lune, où les empreintes des astronautes sont gravées là pour des millions d'années. Des millions d'années. Voilà, oui. Puis en plus, le film qu'ils ont donné, c'est un très bon hectachrome. Donc là, on n'est pas en appareil photo numérique. À cette époque-là, ça n'existe pas encore. L'argentique. On est en argentique, et donc avec une bobine, un film, une pellicule photo chimique. Voilà, photo chimique. Et les photos ont été tout de suite recopiées pour être sauvegardées. Les originaux sont conservés dans une atmosphère neutre. Et ils dureront ce qu'ils dureront. Donc comme on sait que ce n'est pas éternel, la NASA, avec le concours de votre serviteur, il y a maintenant 12 ans de ça, a initialisé avec Jim Garvin le sauvetage et le scan de l'ensemble des photos qui sont disponibles sur Internet. C'est ce qu'on appelle le Apollo Surface Journal pour la partie texte et le Apollo Lunar Images pour la partie image, où elles sont toutes scannées à 4500 par 4500 pixels. Et il a fallu obtenir du budget. Et c'est grâce à Constellation qu'on a pu le faire. Donc aujourd'hui, tous les clichés sont disponibles en haute résolution scannés pour le public. Les originaux. Les originaux scannés. Alors on les a retirés tous. C'était une painstaking. Donc ils ont été retirés, scannés et sortis. Et c'est grâce à ça que j'ai pu produire ces images-là. Alors moi, la différence que je fais par rapport aux images qu'on a sur Internet, parce qu'elles sont toutes très belles, c'est que mon travail en plus, c'est supprimer les croix des images, parce qu'il y avait des petites croix il y avait une plaque qui était à l'arrière transparente qui faisait les fameuses croix de visée. Et donc moi je les supprime parce qu'elles ne servent à rien en fait en l'occurrence, et je nettoie les clichés parce que les clichés, malgré
qu'ils soient beaux, originaux, ils ont quand même des imperfections. Ils ont des rayures, ils ont des taches au développement, ça abîmait les clichés. Comme tous les fichiers argentiques. Donc en fait, et moi je nettoie tout ça, et donc ça donne des images remises, disons. Ils ont des rayures par les simples micro-poussières quand on actionne pour la photo d'après. Voilà, puis il y en a qui ont réussi quand même en enlevant les sur la Lune, ils changeaient les chargeurs, mais il y a des poussières lunaires qui s'y mettaient, donc ça abîmait. Donc j'enlève tout ça, je corrige, je nettoie, et toutes ces photos ont été retraitées. Bon, j'en ai fait un bouquin, j'ai pas pu tout publier. On en parlera tout à l'heure. Mais en fait, c'était dans le cadre du projet Constellation. Et donc, ça a été montré surtout par les astronautes aux États-Unis, par la NASA. Voilà, donc on va surfer dessus. Voilà. Alors ça, c'est une image reconstituée à partir de plusieurs images d'Armstrong. C'est une image qui n'existe pas, puisqu'en fait, c'est une image qui synthétise la série des 5 images où Armstrong a pris Aldrin en train de descendre l'échelle, plus l'image où on voit le sac en bas là, plus une image qu'il a pris avant que la descente d'Aldrin, quand il a fait ses premiers pas sur la Lune, il a photographié autour de lui la Lune, et d'ailleurs pas très bien parce que les images sont de guingois comme ça, donc elles sont pas très belles, et puis il a essayé d'éviter le soleil parce qu'il voulait pas que le soleil abîme la caméra, donc près de l'horizon en fait est au ras du sommet de l'image, là où il y a le soleil, et puis il a photographié le sac, et le sac on voit une partie du bas du LEM, mais par contre il me manquait toute cette partie là du LEM. Donc il me manquait de cette partie-là du LEM, cette partie-là. Il y avait ça, mais il me manquait ce cadran-là, exactement. Et ça, Armstrong ne l'avait pas photographié. Et il me manquait aussi le côté illumination du Soleil. Alors le côté illumination du Soleil, je l'ai trouvé dans Apollo 12, parce qu'Apollo 12, ils ont fait, contrairement à Armstrong, Bean a voulu faire une expérience, qu'est-ce que ça donnerait la lumière face au Soleil, pour avoir une idée des couleurs. Et donc il a fait 2-3 clichés exprès, où il vise le Soleil. Et ça, c'est génial. Et quand la surface est aussi plate, alors moi, j'ai récupéré pas l'horizon, mais j'ai récupéré la partie illumination soleil, que je trouve intéressante. Et qui est pareil pour Apollo 11, puisqu'ils sont posés à la même heure soleil, on va dire. Et puis pour ça, il se trouve que j'ai la chance d'avoir la maquette de Franklin Mint, qui était la maquette du trentenaire de l'atterrissage d'Apollo, qui est la plus précise du LEM jamais faite. Qui est en fait, quand on regarde, les boulons y sont. Il y a même la petite fenêtre de visée au-dessus. Enfin, c'est ahurissant. Il y a la rambarde complète de descente. Enfin, tout y est. Et donc, j'ai dit, je vais photographier ma maquette, mon Franklin Mint, qui est le truc le plus détaillé, sous l'angle exact de visée d'Armstrong. Il a fallu que je fasse des contorsions dans tous les sens. Et tu as recomposé complètement et intégré ce morceau d'image avec ça. Incroyable. Et ça donne tel qu'Armstrong l'a vu. Combien de temps de travail finalement pour recomposer une photo qui n'existe pas et qui n'a jamais existé, qui n'existera que là? Ouais, c'est combien d'heures de travail, je compte pas. Une dizaine d'heures, Oui, je dirais c'est une dizaine, quinzaine d'heures, parce qu'il fallait. C'était le plus compliqué, c'était bien intégrer, bien faire la géométrie de ça. La prise de photo en vue de ça, sous la bonne angle, bien éclairée, sous l'angle exact de prise de vue d'Armstrong, imaginez où est-ce qu'il était à la surface par rapport à ma maquette, etc. Et refaire le truc, ça c'était très très long. J'ai fait beaucoup d'essais et en fait, ça a marché, voilà. Hein. Superbe. Alors ça, c'est Apollo 12. Alors Apollo 12, c'est aussi un cliché qui n'existe pas parce qu'on voit les deux astronautes ensemble sur la Lune. En même temps, et ils n'étaient pas trois. Ils n'étaient pas trois. Mais par contre, ce qui est amusant, c'est que ils se sont photographiés l'un l'autre. Et ce sont les deux alors. Ce sont les deux. Même pas 2 fois 1. Alors, je ne peux pas en jurer parce qu'ils se sont passés l'appareil photo et à l'époque, ils n'avaient pas les marques de commandant de bord, les marques rouges. D'accord. Donc, c'est peut-être effectivement Conrad et Bean, mais c'est peut-être Conrad tout seul ou Bean. Non, en fait, c'est Conrad, c'est sûr. C'est Conrad qui sort l'uranium 238. Donc c'est peut-être Conrad et Conrad ou peut-être Bean ici, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le dire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont prises à l'arrière du LEM, ils sortent le l'U238 qu'ils vont mettre dans le générateur radioisotopique qui est ici. Alors qu'on va retrouver sur toutes les missions. Là, vous l'avez nu avec les ailerettes de refroidissement. Mais imaginez qu'il est à bord des Vikings, de voyageurs, dans toutes les grosses missions, on l'emmène. C'est la partie, on va dire, pour simplifier, la partie... le moteur atomique en fait d'un certain nombre d'instruments qu'on envoie dans l'espace, soit c'est solaire, soit c'est atomique. Et là, effectivement, c'est. Alors bon, pour la petite histoire, vous voyez, donc il le tire avec une pince, et le problème, c'est que dans le voyage Terre-Lune, ça avait chauffé et il a été coincé à l'intérieur. Donc il a dû taper avec son marteau en disant des injures. Voilà. Il s'est bien énervé dessus et en tapant dessus avec son marteau, il l'a eu. Son marteau de géologue. Voilà. Et il a fini par sortir. En fait, il ne serait pas sorti. Bon,
les instruments n'auraient pas fonctionné, ça aurait bien été ennuyeux. Mais enfin, il a beaucoup insisté et ça a marché. Il faut rappeler quand même qu'on est allé sur la Lune aussi pour faire de la science. C'était un peu la cerise sur le gâteau. C'était d'abord une démonstration de force technologique, mais aussi quand même pour faire la science. Voilà. Puis dans le fond, vous avez la fameuse caméra de télévision couleur qui est tombée en panne. Alors, elle est tombée en panne, malheureusement, quand Conrad a voulu... Bon, il a fait, donc, on voit les toutes premières images couleurs du site d'atterrissage. On voit le LEM en couleur, c'est intéressant. Et à un moment, bêtement, il vise le soleil. Et le capteur a été saturé. Et maintenant, on aurait su le réparer. À l'époque, on aurait pu lui redire comment faire. Mais à l'époque, à Houston, personne n'avait prévu le truc. Le temps qu'on regarde, qu'on interroge des gens, le spécialiste de la caméra a arrivé dans sa Chevrolet à 300 à l'heure sur l'autoroute, tout le plus pouvait pour expliquer comment faire. Et puis ils ont essayé de la réparer. Et puis finalement, Conrad a dit, oh, il n'y a rien de mieux qui marche. Comme ma télé marche pas, je donne un grand coup de marteau dedans. Donc il a donné un grand coup de marteau dedans. Ça a encore moins bien marché. Et puis, on est resté avec une caméra qui n'a pas fonctionné. Et du coup, on a fait jouer à des acteurs dans un studio, pas à Houston, à Cap Canaveral. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le studio à la place, puisqu'on n'avait pas d'image en direct. Et du coup, ça a alimenté le tout début d'une idée qu'il y avait une conspiration. Mais enfin, la vraie conspiration, elle est venue après le film Capricorn One. C'est Capricorn One qui a vraiment institutionnalisé les trucs. Mais déjà, les gens se sont dit, mais si on le joue en studio, c'est que c'est peut-être pas vrai. Mais la NASA disait, non, c'est vrai, parce que voilà, il y a les photos qui vont être amenées. On a vu les photos. Voilà. Thierry, ça t'inspire quoi, ces images et ces nuances de gris au sol, avec aussi des ombres portées? Moi, c'est un paysage extraordinaire. Hein. Désolé, mais extraordinaire. Et puis, c'est pas du tout ce qu'on a au télescope. Enfin, c'est une vue au ras du sol. Et puis, le niveau de détail est évidemment très différent. C'est remarquable quand même, c'est que la ligne d'horizon, elle est aussi nette vue du sol de la Lune que vue de la Terre avec des images. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, c'est bien la preuve. Voilà, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Et donc là, les images sont bien nettes. Oui. Mais je rebondis sur ce que disait Olivier. Souvent, on me demande, est-ce que tu peux photographier les restes, là, le LEM sur la Lune, avec ton télescope? C'est une question qu'on me pose très souvent. Alors non, c'est pas possible. Et même le plus grand télescope du monde, ou même le télescope Hubble, qui est en orbite à 600 km d'altitude, n'ont pas la résolution suffisante pour photographier un objet aussi petit que ça à cette distance-là. Alors, il y a deux choses que je voulais dire par rapport à ça, donc ça tombe bien. Un, Hubble n'a jamais photographié la Lune. Il a photographié Vénus une fois, qui est très proche du Soleil, donc c'est très dangereux pour lui, évidemment, il ne faut pas faire de fausses manips. Il n'a jamais photographié la Lune parce qu'elle est trop brillante, en fait. Oui. C'est vrai. Et le deuxième point, en fait, qui m'interpelle, c'est le fait bien que des sondes spatiales, des sondes orbitales ont photographié depuis l'orbite autour de la Lune le LEM, les LEM, et les traces des astronautes, et notamment de la Jeep lunaire. Enfin, voilà, des oui. Jeep lunaires. Et puis d'Apollo 14, on va y venir après pour les photos suivantes. Voilà, parce qu'il y avait des mystères. On voit les petites traces sur la photo de la sonde. Moi, je trouve, quand on a vu ça il y a quelques années, je trouvais ça très très émouvant de revoir encore les traces de la Jeep. Voilà, qui sont là pour des millions Et on voit les traces des astronautes d'Apollo 11, on les voit d'orbite, effectivement. Alors ça, c'est pour effectivement... bien conforter ce que tu disais, c'est que la couleur n'apporte pas grand-chose. Et voilà, par exemple, une mosaïque d'images prises en mode panchromatique, parce que les astronautes emmenaient des pellicules couleur et des pellicules noir et blanc, 50-50. Et donc voilà une image recomposée à partir de plusieurs images noir et blanc. Donc on voit là c'est Bean. On voit bien la Hasselblad, donc l'appareil photo sur son torse. Sur son torse, et qui s'éloigne. Donc en fait, ils sont passés près du cratère Head et on voit le LEM dans le fond. Vous voyez, on voit au fond à droite. Hein. Voilà le LEM avec l'antenne. Voilà. Image suivante. Extraordinaire. Hein. Alors ensuite Apollo 14, à l'Apollo 14, on a commencé à dire aux astronautes, ben voilà comment il faut prendre des mosaïques. Et puis donc là c'était Shepard et Mitchell, et Shepard a fait ses vues extraordinaires. Vous voyez. Alors le LEM lui-même, il l'a photographié plusieurs fois. Puis il s'est aperçu qu'il y avait le soleil dedans. Et puis donc il s'est décalé légèrement. Donc j'ai pris la photo du LEM où le soleil pointe très légèrement et n'abîme pas le LEM. On devine le LEM. Voilà. Et le paysage avec les collines Framoro qui vont bientôt arpenter et grimper dedans. Et vu par derrière, le site d'atterrissage avec le LEM vu par derrière, avec effectivement le soleil plein pot sur les collines Framoro. Splendide. Et on voit évidemment l'ombre portée en bas à gauche de l'astronaute en train de faire la photo. Voilà. Et puis on voit l'ombre du drapeau qui est, qui est loin, hein, parce que le drapeau est là. Et l'ombre, elle doit être quelque part par ici. En tout cas, tellement longue qu'on ne la voit pas encore. Voilà. Regardez, l'ombre de l'antenne qui est derrière, elle va jusque là.
Donc le nombre d'hydropôles doit être par ici. Image suivante. Alors ça, c'est une image, une mauvaise image, très difficile à retraiter, qui a été prise pendant cette horrible montée vers le cratère Cone, où les astronautes ont pesté. Alors, donc vous avez ici Mitchell qui regarde la carte, et là, vous avez après Shepard qui prend la brouette, qui tire la brouette. Alors, c'était une montée qui a été terrible pour eux, parce que d'abord, les roues de la brouette étaient trop gonflées, donc elles rebondissaient sans arrêt, donc ils étaient obligés de la tenir à bout de bras. Donc imaginez que vous marchez sur la Lune, et le truc que vous êtes censé tirer, en fait, il passe son temps à faire des embardées, et vous êtes à force de bout de bras, qui est très... c'est fatigant, hein, obligé de plaquer au sol. Petite erreur de conception des ingénieurs. Ils n'avaient pas pensé que ça rebondirait comme ça. Trop gonflé, les roues trop gonflées. Et après, ils sont passés au l'enchevêtrement métallique pour les roues de la Jeep. Mais pour là, c'était gonflage. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'on n'avait pas, et là, c'est un sujet effectivement qui va t'interpeller plus, c'est que une cartographie lunaire qui avait été faite avec un soleil assez haut sur l'horizon, là, les astronautes étaient confrontés avec une multitude de détails qui étaient amplifiés par un soleil au ras de l'horizon. En fait, chaque mini-cratère apparaissait comme un grand truc, et comme on n'a pas la notion de distance sur la Lune, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, parce qu'on n'a pas sur la Lune, on n'a pas l'atmosphère qui va brouiller ou un peu estomper les détails à l'horizon. Donc un truc sur la Lune qui vous paraît très loin peut vous paraître très proche ou inversement. Et là, en fait, ils ne comprenaient pas leur carte. Ils étaient à un moment paumés, et ils se sont même engueulés sur la Lune, même assez sévère, puisque à un moment, Mitchell a dit, écoute, moi je pense, là je sens qu'on est vraiment là, on s'est planté, voilà où on est, il faut qu'on oblique. Et Shepard, bon d'accord, on y va. Ils ont demandé 2 autorisations de dépassement de temps de mission à Houston, qu'ils a accordé, et ils arrivent, mission suivante. Alors l'image n'est pas bonne parce qu'elle est face au soleil, donc voilà, tu as juste l'image d'avant, pardon, excuse-moi. Est terrible à retraiter pour faire ressortir Shepard en train de peiner, en train de trier sa brouette. Voilà. Mais enfin, on a au moins, c'est le seul cliché qu'on a de cette terrible montée. Ensuite, image suivante. Donc ils arrivent à un endroit, et là Houston leur dit, vous rentrez les gars, vous rentrez au LEM. Bon. Et Michel dit, ah non, vraiment, on est tout près maintenant. De l'objectif. De l'objectif, vraiment, je le sens. Écoute, non, vraiment, il faut qu'on y aille. Ah, écoute, c'est vraiment, non, c'est moi le commandant de bord, on rentre. Oh non, mais vraiment, allons vite faire un tour. Alors Shepard Maugret dit, bon, d'accord, ok, on y va. Et il y avait les roches blanches, ils sont allés près des roches blanches. Donc, image suivante. Donc, ils arrivent près des roches blanches. Et là, ce qu'on appelle Saddle Rock, parce qu'elles ont une forme de sel, vous voyez, la roche en forme de sel, Saddle Rock. Et en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le rebord du cratère Cone est exactement derrière ce caillou, à 5 mètres d'eux. Et ça, sur les traces, on voit sur les traces des vues d'orbite prises par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter qui sont passées à 5 mètres du cratère. Ils ne l'ont pas vu. Et ils ne l'ont pas vu. Par contre, la chance, c'est qu'ils ont récupéré, voilà, on voit un trou, ils ont récupéré des roches d'ici, qui sont des éjectats du cratère. Donc la mission n'a pas été fichue à cause de ça. Et puis surtout, à l'horizon, par ici, ils voyaient leur LEM. Donc ce qu'on voit en fait, c'est le LEM avec l'antenne. Et ils voyaient le LEM, et surtout, de voir le LEM qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps, ça leur a fait plaisir. Puis Shepard dit, allez, on rentre. Mais Mitchell était très très déçu de louper l'objectif. Mitchell a quasiment pas adressé la parole à Shepard, pas content dans la descente. Oui, c'est pas brouillé, c'est des vieux potes. Mais enfin bon, pas content quand même. Là, quand on fait 400 000 km de voyage aller-retour et louper son objectif, c'est quand même ralent. Et pour détendre l'atmosphère, Shepard a fait sa fameuse partie de golf, la fameuse jouée de son club de golf pour tirer une balle de golf pour détendre l'atmosphère. Le plus grand swing de toute l'histoire. Voilà. Et ma suivante. Alors après, on a Apollo 15. Alors Apollo 15, c'est la plus belle mission Apollo. Hein. On ne sait pas Apollo 16, c'est pas Apollo 17, c'est pas Apollo, c'est Apollo 15. Alors pourquoi ? C'est parce que c'est la mission des superlatifs. Il se pose près d'un canyon et sur le flanc de montagne, dans un site incroyable qui s'appelait Adler Hill. Et avec l'un des 2 meilleurs pilotes de la NASA qui était possible, il y avait Armstrong d'un côté et puis il y avait Scott de l'autre. Et Scott, qui était aussi un vrai trompe-la-mort, il n'y avait que Scott qui pouvait faire la mission. Parce qu'on a demandé, on a dit, voilà, il y aura un site fabuleux, mais quel pilote serait capable de le poser ? Et on a demandé à Scott, est-ce que toi, tu es capable de te poser là-dessus ? Alors Scott a dit, bon, mais moi, je pense le faire. Parce qu'en fait, pour se poser sur ce fichu truc, sur ce fichu site, vous voyez les montagnes qui sont derrière, il fallait survoler à moins de 2000 mètres d'altitude les montagnes et faire un piqué serré avec le LEM. Donc, sans viser, parce qu'on était donc le cul vers dans la trajectoire, survoler la montagne, pas en vision normale, vraiment le moteur devant en train de freiner, à 2000 mètres à peine. Donc à 2000 mètres, avec l'incertitude, s'ils avaient mal calculé leur trajectoire, ça, c'était très très chaud.
et manuellement, après, immédiatement redresser le plus vite possible le lemme, sans trop consommer de carburant, parce que plus on dressait, plus la vitesse se réduisait et plus on tirait sur le moteur pour se poser, et arriver à utiliser suffisamment de carburant, pas trop progressif, pour arriver à se poser au point où on voulait. Et Scott a dit, écoutez, moi je pense le faire. Après, ils sont tous réunis et ils se sont dit, est-ce qu'on peut faire confiance à Scott? Et j'en dis, écoutez, si Scott dit qu'il peut vraiment le faire, c'est qu'on sait possible, il faut le tenter. Et tous les chercheurs étaient derrière, disaient, il faut le faire, ça c'est le beau site qu'il faut atterrir. Et ils s'y sont posés. Et ça a tellement été génial qu'on leur a dit, si vous posez, vous aurez le droit non pas à 3 sorties, mais à 4 sorties. Et donc ils ont eu la première EVA, qu'on appelle l'EVA debout, stand-up. Donc on ouvre au sommet du lemme, on ouvre le capot du sommet du lemme, on sort le torse, et jusque-là, et on fait des photos autour, et on décrit le site. Donc c'est ce qu'on appelle la stand-up EVA. Et puis ensuite, ils ont fait des sorties. Donc, vous voyez, donc là, ici, on a Adleril. Voilà. Ils sont descendus, pas dans le fond, mais au bord. Ils ont fait près des roches. Là, vous avez le site d'atterrissage. Et c'est la mission des superlatifs, parce que tout le monde s'est mis derrière cette mission. Alors, on les a formés en photo, on les a formés à faire des panoramiques. Les géologues les ont formés, c'est Jimed qui les a formés sur la Northosite. Donc, ils ont trouvé la pierre de la Genèse. Pour ça te parle, bien sûr, je suis sûr. Bien sûr, Gilles. L'origine de la Lune, etc. Voilà. Et alors là, combien d'images pour chaque panoramique? Il y a combien de mosaïques assemblées de là, il y en a une dizaine. Là, je dirais qu'il y en a une dizaine à chaque fois. Puis là, il y en a peut-être 8. Là, j'ai pas fait le 360. Je me suis intéressé à la partie centrale, surtout qui était. Donc là, à nouveau, tu corriges aussi. Tout est corrigé, nettoyé. On voit plus les croix, on voit plus les déformations. Tout est corrigé, nettoyé. Ouais. Image suivante. Alors ça, c'est donc Scott en train de gravir, le mont Hadley au maximum de ce qu'ils ont grimpé. Et donc cette image, je le trouve vraiment superbe parce que on est loin de tout, on voit les montagnes et surtout, on est en altitude, on domine la plaine. Et on a l'impression que les montagnes sont juste derrière, alors qu'en réalité, en fait, elles sont loin, elles sont à 20 km. À 20 km. Et on a l'impression que ce sont des petites collines, alors qu'en réalité, ça monte. C'est des gros trucs. Ah oui, on monte à 3000 mètres. Voilà, c'est ça. Alors on monte à 3000 mètres et vous voyez, par exemple, il y a des gens qui disent oui, on n'a jamais marché sur la Lune parce que les ombres changent. En studio, on les a fait changer. Non, elles n'ont pas changé. C'est que ça s'étire sur 3 jours, cette mission, comme toutes les deux missions suivantes. Et puis, donc le soleil monte quand même dans le ciel. Et puis, il y a des changements de perspective. Donc, quand on est au fond, dans le fond là-bas à 8 km, parce qu'ils ont fait 8 km, on voit déjà que la perspective a changé. On ne voit pas cette montagne si grosse, on la voit assez petite, et on voit les montagnes qu'il y a derrière ici, de ce côté-là. Donc, on a des changements de perspective. Alors, ce qui est intéressant, c'est que regardez bien, c'est très poussiéreux, et on enfonce vraiment trop. Et là, on enfonce tellement qu'il dérapait. Et la Jeep, qui est là, commençait tellement à déraper qu'ils n'ont pas pu grimper plus haut que cet endroit-là. Donc, ils ont terminé à pied. Sinon, ils auraient risqué de s'enliser, en fait. Voilà, et ils ne pouvaient pas monter plus haut. Voilà. Impressionnant. Hein. Donc en fait, ça monte vraiment parce que la Jeep est capable de. Ah oui, elle pouvait, mais là, elle ne pouvait plus. Incroyable. Alors Apollo 16, on s'est posé sur un plateau Descartes. Et donc ça, c'est près du cratère North Ray. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous avez la Jeep ici. Je pense que c'est Young qui est descendu prendre la photo, parce que Young, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller marcher là et commencer à s'approcher du cratère. Le cratère, il a l'air tout petit. En fait, pas du tout. Il fait quelque chose comme 80 à 100 mètres de large. Et là, il est déjà à l'intérieur du cratère. Et à partir d'ici, il ne va plus pouvoir descendre. Parce qu'en fait, c'est trop pentu. Donc il risquerait de tomber, en fait. Il risquerait de glisser. Et ils ont beaucoup regretté. Si on avait une corde, on l'aurait fait. Et alors, vous voyez ça, ce gros rocher noir. Ce gros rocher noir. À votre avis, il est où? Il fait quelle taille? J'aurais tendance à dire que c'est peut-être le rocher qu'on voit en bas à gauche. Non. Alors non, là on est ailleurs. Non, on est ailleurs, c'est pas le même endroit. Non, on est près du cratère Plume. Moi je dirais là une quinzaine de centimètres et à 4 mètres de moi à peu près. Mais... Bon, alors en fait, on est à 150 mètres et il fait 10 mètres à 15 mètres de haut. C'est un immeuble. Donc c'est un immeuble, voilà, et on l'appelle House Rock. Et alors, quand on le voit de loin, on se dit... Et alors, à un moment, vous irez voir sur Internet, c'est amusant, on voit les astronautes qui sortent de leur Jeep, c'est pris à la caméra télé, là, pour le coup, et ils s'approchent de House Rock. Alors d'abord, la caméra est contrôlée de la Jeep est contrôlée par Houston. Donc on voit d'abord, c'est un champ large. Et puis ils zooment dessus exprès parce qu'on voit les astronautes se fondre dans le rocher. Le rocher est tellement énorme qu'eux-mêmes, ils deviennent tout petits à côté. Donc c'est amusant. Voilà. Alors après, à côté, c'est le cratère, près du cratère Plume. Et c'est Young qui s'éloigne. On a pris 2 fois en photo, en fait. Deux fois en photo. Voilà.
Et alors, on a l'impression qu'il y a 2 éclairages différents entre celle du haut et celle du bas, avec des nuances de gris qui ne sont pas les mêmes. Oui, parce que celle-là est prise avant celle-là. D'accord. Donc, voilà. Et en fait, la couleur est plutôt gris-bleu face au soleil, et là, elle apparaît plutôt gris neutre. C'est très compliqué la couleur de la Lune. Et puis en plus, les photos d'Apollo 16 sont toutes saturées dans le bleu. Donc c'est très compliqué à corriger. Alors qu'en réalité, le sable, si là, on l'avait. Et puis le projecteur, et là le projecteur joue un peu sur les bleus aussi. Normalement, c'est un peu moins bleu. C'est un peu plus gris. Et si on a le sable, parce que j'ai tenu moi du sable lunaire, peut-être avez-vous eu la chance d'avoir des roches lunaires en exposition dans certains musées. Oui. Le sable est extrêmement noir en fait. La roche lunaire, c'est très gris. Très gris, très noir. Très noir. Très pulvérulent. D'ailleurs, c'est comme de la poussière de béton. Comme de la poussière de béton, c'est très toxique. Il ne faut pas trop s'en mettre sur les doigts. Alors une autre image panchromatique, donc en noir et blanc, et vous voyez qu'on s'enfonce bien. Regardez les traces des pas qui s'enfoncent bien dedans. Et donc c'est pour la beauté du paysage, pour vous montrer que même les images noir et blanc, ce que tu disais, c'est très vrai. Elles sont aussi jolies que les images couleurs. Voilà. Alors ça, c'est une image couleur. Donc c'est une perspective corrigée parce qu'il a fait... ils ont fait des images de la Jeep. La Jeep était au premier plan et puis il y avait un espèce de perspective. Et donc il a fait que je corrige tout ça pour en bâtir le panorama. Voilà. Mais ça vous donne bien... Voilà. Alors ça, c'est... Là, ils sont en train... Alors, ils poussent pas la Jeep. Oui, on dirait qu'il la pousse. Oui, on la pousse, qu'il la pousse. En fait, ils sont à l'arrêt. Il va récupérer à l'arrière les râteaux et les instruments, mais ils s'enfoncent beaucoup. Vous voyez, et c'était pénible pour eux. Il faut savoir que marcher sur la Lune, c'est pénible. C'est pénible parce que parce que d'abord, vous n'avez pas beaucoup de gravité, donc il faut penser à chacun de vos gestes, et il faut compenser chacun des gestes que vous faites. Hein. Et c'est pour ça qu'ils sont cette démarche chaloupée. C'est pour compenser un peu. Et puis, c'est épuisant de s'enfoncer dans le régolithe lunaire parce que ça fait des efforts en plus. Même si on s'enfonce que de quelques centimètres. Oui, mais c'est 5 cm à peu près. Ouais, voilà, on s'enfonce de 5 cm parfois, même oui. Et c'est fatigant. Ils ont tous rentré exténués de leur marche lunaire, tous. Alors Armstrong, Aldrin, pas tellement, mais les autres, oui. Ensuite, alors ça, voilà une vue d'Apollo 16. Vous voyez, un premier plan et un arrière-plan. En fait, ça, ils ont fait... Là, ils ont voulu faire ce site. Comme il y avait un premier plan intéressant, ils ont fait une série d'images en haut et une série d'images en bas. Donc, on a vraiment pratiquement ce qu'on voit près des pieds. Donc là aussi, plusieurs images Ah oui, et l'horreur, réassembler de l'horreur, parce qu'il a fallu, si c'était saturé à cause du soleil, il a fallu que je rebalance complètement le contraste et la luminosité ici. La chrominance variait complètement d'une image à l'autre. Enfin, c'était l'horreur. Voilà. Enfin, ça donne un truc tel que vous le verriez si vous étiez sur la Lune. Alors ça, c'est station 8 d'Apollo 17. Apollo 17 parce que on est assez loin du LEM, on est à 4 km du LEM et c'est le point le plus haut dans les Sculptured Hills dans lequel il est monté. Et alors, donc lui, il a laissé en fait, Cernan est monté, il a laissé Schmitt en bas près de la Jeep, donc je vous fais les effets de l'agrandissement de la Jeep. Vous voyez que quand même, hein, les images sont de bonne qualité, hein, on voit bien Schmitt. Et le LEM, par là-bas, regardez, c'est un tout petit truc. Donc là, on a à quelle distance elle est, la Jeep, à peu près Là, la Jeep est à peu près 40-50 mètres. 50 mètres. Et il a monté dur. Hein. La montée était difficile. Et la montagne tout au bout? Là, la montagne est à... Alors là, on est à 4, 8 et 4... attendez. 8... on est à 12-15 km. 15 km de distance. Là-bas, ouais. Incroyable. Alors ça, c'est une image qui a une histoire aussi. Donc c'est Cernan pris par Schmitt. Cernan reconnaît ça parce qu'on voit sa bande vous voyez, de rouge sur son casque. Bon, là c'est en noir et blanc, mais on voit la bande rouge sur le casque. Alors, ils sont au pied de South Massif et à un moment, donc ça vient de se faire. C'est-à-dire que Cernan était par là en train de ramasser des échantillons. Ils ont été marchés Cernan en fait a été marché jusqu'à ce rocher-là. N'est pas grimpé plus haut que ce rocher-là, est redescendu, et en montant ce rocher-là, il a fait une photo de la Terre en disant « Ah, regarde, Schmitt, regarde comme la Terre est belle ». Et Schmitt lui a répondu « Oh, écoute, quand tu as vu une Terre, tu les as toutes vues ». Parce qu'en fait, Schmitt était un géologue et passionné par ses cailloux, un peu comme Gilles, il faut dire, tu étais passionné de cailloux. Un peu. Enfin, toi, tu aurais admiré la Terre quand même. J'aurais pris le temps. Et Schmitt, il se disait complètement égal. Tout ce qui n'était pas cailloux, il trouvait que c'était une perte de temps. D'ailleurs, quand Cernan lui a demandé d'aider à réparer la Jeep, il dit « Mais vraiment, écoute, à quoi ça sert tous tes trucs sont là, faire-le toi-même. » Mais Cernan dit « Mais j'ai besoin de toi, quand même. » Parce que Schmitt, en fait, s'extasiait devant chaque petit caillou. Chaque monceau de pierre provoquait des cris de ravissement.
Et alors que Cernan, lui, était un vétéran pilote de chasse, et lui, son idée, c'était plutôt de faire réussir la mission. De rentrer sain et sauf. Voilà. Aussi. Alors en fait, c'est une photo intéressante parce après, il a développé en rentrant sur la Terre en disant, mais quand j'ai dit regarde la Terre comme elle est belle, c'est qu'il se dit derrière tout ça, il y a quelque chose. Alors en fait, la Terre, elle est là, vous voyez, bon, on est dans le ciel. Alors lui, s'était dit, pour rejoindre cette petite boule qui est là-haut, d'abord, il faut que notre Jeep qui est là fonctionne bien. On a 8 km à faire. Là, il y avait 8 km à faire pour rentrer au LEM. Il faut qu'elle marche. 8 km. Il faut qu'on arrive à rentrer nos équipements dans le LEM. Il faut qu'on arrive à rentrer dans le LEM. Il faut qu'on arrive à éjecter le surplus, qu'on rentre nos rochers, qu'on ferme le LEM. Il faut qu'on mette en route notre LEM, qu'on décolle, qu'on s'arrime à la cabine Apollo. Il faut que le moteur du module de service fonctionne, nous injecte vers la Terre. Il faut qu'on calcule bien notre trajectoire. On a une trajectoire d'environ de rentrée qui fait 10 km de large dans l'atmosphère. Sinon, si on prend au-dessus, on ricoche et on se perd dans l'espace. Si on va en dessous, on brûle l'atmosphère. Donc il dit, pour rejoindre cette petite boule bleue, j'en suis qu'au quart de ma mission. Il pouvait jouer au loto. Là. Voilà. C'est pour vous donner aussi l'extrême courage des gens. Alors ce qui est remarquable aussi là, c'est que finalement on a un peu le pendant de tes photos à toi, puisque là on a un croissant de Terre. Alors c'est pas un très beau croissant de Terre par rapport à tes beaux croissants de Lune, mais quand même. Ah mais moi j'imagine la Terre prise en photo depuis la Lune avec un télescope là, parce que là il faut imaginer que dans le ciel, la Terre elle est à peu près trois fois plus grande que la Lune. 4 fois même 4 fois. 4 fois plus grande, donc c'est impressionnant. C'est un monstre. C'est impressionnant. Il paraît que c'est impressionnant. Et on n'a pas du tout l'habitude de cette sensation de. Non, d'ailleurs Armstrong l'a dit. D'ailleurs, la première chose qu'ils ont regardé quand ils sont posés sur la Lune pour Apollo 11, ils ont regardé la Terre qui apparaissait dans cette petite fenêtre au-dessus justement de visée. Et ça, Armstrong est resté bien 3 minutes à la regarder comme ça, tellement il trouvait que c'était impressionnant de voir sa planète de la Lune à travers comme ça grosse. Parce que ça fait 4 fois la Terre. Donc c'est un gros truc quand même. Qui doit être plus brillant que la Lune en plus. La Lune est très sombre, mais la Terre doit être beaucoup plus lumineuse. C'est plus brillant. Ah oui, puis c'est bleu. On voit bleu. Comme il n'y a pas d'atmosphère en plus sur la Lune, ça doit être net. Là, ça doit être vraiment. On ne peut pas la louper. Quoi. Voilà, on peut pas la louper. Et puis ça, c'est la dernière photo que je voulais vous proposer. On n'est plus sur la Lune, on est déjà dans le LEM. On devine la Lune quand même dans le hublot. Hein, voilà, la surface lunaire, c'est Apollo 17. Et elle fait partie des dernières photos qu'ils ont faites sur la Lune. Donc c'est Cernan, plein de poussière lunaire pour vous montrer le LEM à l'intérieur de ce que c'était. Donc c'est un petit espace minuscule. Et là, il se prépare pour dormir. Donc on a mis les combinaisons pleines de poussière sur le capot du moteur de remontée du LEM. Donc Cernan, lui, va dormir allongé dans un hamac. Et pendant que Schmitt va dormir, lui, allongé par terre sous ses pieds. Voilà. Et vous voyez, comme tout est poussiéreux. Hein, regardez, c'est au noir de poussière. Et d'ailleurs, on pense qu'ils n'auraient pas pu faire de 4e sortie. Ça avait été évoqué, pourquoi pas, mais on se disait, mais déjà la poussière rentrait dans les fermetures, rentrait dans tout, et en fait, il y avait de grands dangers qui soient même que les combinaisons perdent leur étanchéité. Donc là, on voit bien la bande rouge du casque du commandant de bord. Hein. Voilà, pour qu'on puisse les identifier. Voilà. Bon, très bien. Merci Olivier pour cette série de clichés exceptionnels également, qui sont très très bien rendus d'ailleurs. Évidemment sur ce grand écran. Alors le temps de basculer à nouveau sur d'autres images, parce que évidemment le thème de ces 3 jours à la Cité des Sciences, c'était Destination Lune. Mais comme je sais que vous avez plein de talents et que vous ne faites pas que la Lune, eh bien, je me suis permis de faire une petite digression et de vous demander quelques clichés que vous trouvez, vous, personnellement, très réussis, que vous avez fait des autres endroits, en fait, du système solaire. Alors, on va aller rester avec Olivier, puis après, on terminera avec Thierry. Olivier, là, on est sur la planète rouge. Donc, coup, on a fait une étape un peu plus lointaine. C'est des clichés que je retraite aussi, pareil, sauf que c'est sur Mars. Donc là, ce sont les vraies couleurs qu'un œil voit, un œil humain moyen, on va dire. On verrait sur Mars, exactement. Donc un ciel un peu saumoné. Ça dépend, oui, qui peut varier du jaune au saumon ou même au gris, parfois, quand il n'y a plus de poussière, quasiment. Et puis une surface... brun-jaune, brun jaune, un peu rouillé. Hein. C'est pas la planète rouge, ça devrait être la planète saumon jaunâtre. Quoi. Rouille, voilà. Rouille. C'est ça, exactement. Et là, c'est quel engin, là, les deux Là, roues ça, avant c'est Spirit. Ah, c'est Spirit. Donc nous sommes en plein dans le cratère Gusev. Gusev, voilà. Au sommet du mont, juste au sommet de la petite colline qu'on avait escaladée. Voilà. D'accord. Très très bien, très joli. Voilà, ça. je suis honte. Alors maintenant, c'est du Vénus. Alors Vénus, ça a été pris en image par les sondes Venera soviétiques en 1975. Et en fait, donc vous avez retraité... Alors, elles ont fait plusieurs images, ces caméras. Ça, c'est Venera 13. Et il se trouve que Venera 13 a survécu assez longtemps sur Vénus, une bonne heure. Et la caméra a pu continuer à balayer plusieurs fois de suite la même vue.
et ce qui m'a permis de faire une vue à haute résolution. Parce qu'entre-temps, la chaleur avait légèrement contracté ou décontracté l'engin, je ne sais pas, en tout cas il avait légèrement bougé, ce qui veut dire qu'on avait un léger bougé dans les pixels, et donc ça m'a permis de gratter en résolution 1,5 fois. Donc vous avez à haute résolution la surface de Vénus est mise en couleur parce qu'il y avait des filtres, un bleu, un vert, un rouge, et donc vous avez tel que la surface de Vénus apparaît à l'œil de l'observateur. Voilà. Incroyable, parce que c'est un enfer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Vénus, c'est presque 490 degrés Celsius en surface, 90 atmosphères de pression. Donc c'est 900 mètres de profondeur. Comme voilà, 900 mètres de profondeur, l'équivalent de 900 mètres de profondeur dans nos océans, c'est juste un enfer. Et là, on a évidemment en plus une atmosphère très particulière sur Vénus, avec, bien qu'on soit plus proche du Soleil que la Terre ne l'est, eh bien, on a quand même une très belle clarté qui permet de voir l'horizon et le relief. Alors c'est illuminé comme un jour de gros orages sur Terre, c'est l'équivalent. Mais le ciel est jaune, mais vous avez l'équivalent comme si vous étiez sous un jour de gros orages sur Terre. Voilà. C'est d'autant plus unique ça que comme Vénus est recouverte de nuages en permanence, on ne peut pas photographier le sol depuis la Terre. Ah voilà, on ne peut pas photographier le sol depuis la Terre. Voilà. Alors ensuite, c'est pour vous donner voilà ce que Mars, avant Viking, tel qu'on l'imaginait, tel que pouvait être Mars, c'est pour parler des couleurs, et tel qu'on l'a vu après. Donc c'est un dessin de Bob McCall avant, qu'il a dessiné avant, tel on imaginait Viking après l'atterrissage. Donc il est parti de dessins de ce que verrait la caméra, et ensuite, voilà le vrai paysage tel qu'on l'a vu. Alors là, c'est incroyable parce qu'en haut, on voit les étoiles, ce qui est très compliqué pour Mars. Hein. On peut voir les étoiles sur Mars, mais de nuit. De nuit, voilà, de nuit. Voilà. Alors qu'on pensait qu'on les verrait de jour, que l'atmosphère, il n'y en avait quasiment pas, enfin qu'il y en avait une, mais qu'on verrait les étoiles de jour et qu'il y aurait un fin bandeau bleuté à l'horizon. Alors qu'en fait, déjà, les astronautes avaient dit que sur la Lune, on ne voyait pas les étoiles quand on était au Soleil. Il fallait se mettre à l'ombre des rochers pour voir les étoiles. Donc on se doutait qu'on ne verrait pas les étoiles. Enfin, quand même, ils l'ont fait. Voilà. Donc là, photo, pardon, vas-y. Juste pour montrer ce qu'on pensait avant et tel qu'on l'a vu après. Photo prise en 1976. 1976. Voilà. Alors, sur les photos de Lune, les magnifiques photos de Lune que tu as montrées avant, on voit le ciel noir, on ne voit pas les étoiles. Tout simplement parce que le temps de pause est trop court. Le temps de pause est adapté, alors je ne sais pas combien c'est, peut-être un centième de seconde, un 500e, autour de ça. Et c'est trop court pour avoir les étoiles. Alors, pour avoir les étoiles, il faut poser plusieurs secondes. Alors, sauf quelques clichés. Oui. Il y a un cliché au moins avéré où on voit Vénus, et un cliché avéré où on voit peut-être une étoile très très brillante, je ne sais plus laquelle, mais il y a 2 clichés avérés où on voit des étoiles. Sirius ou Vénus. Parce qu'on pensait que c'était des défauts. Donc moi je les ai corrigés pensant que c'était des défauts. Et puis vraiment un copain m'a dit mais non, c'est vraiment bien Vénus. Il a calculé plein de logiciels, plein de trucs très compliqués que moi j'ai pas. Toi tu es un spécialiste. Et il m'a dit mais non, c'est pas une tâche, c'est vraiment Vénus et on voit Vénus dans le ciel. Donc il faudra que je le corrige à l'envers, que j'enlève ce défaut à l'envers. Si on le remette au défaut. Si on faisait les mêmes photos avec le même appareil, le même temps de pause, la nuit sur Terre, on aurait aussi très peu d'étoiles. Enfin, pas d'étoiles ou peut-être Vénus. Peut-être Vénus, c'est tout, voilà. L'image suivante. Alors voilà, donc le paysage vu par Viking 1, le premier atterrisseur qui s'est posé sur Mars. Vous voyez une surface très brun-jaune avec une atmosphère tirant vers les saumons. Voilà. Image suivante. Alors ça, les images noir et blanc sont aussi spectaculaires pour Mars parce que Mars, à part sa couleur rouille, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc il y a des roches un peu bleutées, enfin grises en fait, qui sont grises. Mais on en apprend beaucoup aussi techniquement. Les images techniques sont intéressantes. Et ça, c'est une image technique où le bras vient de s'allonger, a pris des échantillons de la surface dans la tranchée qui est ici. Voyez, et regardez le piqué d'images qu'on a sur ces images prises en mode panchromatique. Un piqué magnifique. Un piqué magnifique, voilà. Alors un coucher de soleil sur Mars. Donc c'est ce fameux cliché historique, là, bien retraité, avec les vraies couleurs, avec la luminosité que vous auriez si vous étiez sur Mars. Donc vous voyez le ciel est rose saumon, sauf près du soleil, parce qu'il y a les particules en fait qui sont dans l'atmosphère martienne absorbent le rouge et réémettent à angle quasiment contre le soleil que du bleu. Et donc, en fait, près du Soleil, vous avez un halo bleu sur Mars. Et c'est particulièrement visible au coucher du Soleil. Et finalement, le Soleil dans le ciel de Mars n'est pas beaucoup plus petit que le Soleil sur Terre. Non, il fait 70%. La taille du Soleil terrestre. Voilà. Image suivante. Alors, la même vue par Curiosity. Et là, vous voyez, on devine un peu l'estompement, le paysage s'estompe dans la douceur du soir, enfin la douceur de Curiosity. Là, il ne fait que moins 60 et moins 60 degrés. Et voilà, et ça va baisser jusqu'à moins 90. Curiosity qui roule actuellement sur Mars. Dans cette région-là. Cette région-là, voilà. Image suivante. Alors, Curiosity a photographié. Alors, Viking avait essayé de photographier la Terre, on n'a pas réussi. Spirit l'a photographié. Avec Opportunity aussi, mais là ce qui est superbe, c'est qu'avec Curiosity, on a la Terre et la Lune.
La caméra était suffisamment... Et alors en fait, la NASA n'avait pas vu qu'il y avait la Lune. C'est un copain qui fait beaucoup de traitements d'images comme ça, qui scanne des images, etc., qui a dit, mais ce petit truc-là, c'est la Lune. Il l'a retrouvé dans les éphémérides, c'était bien la Lune. Et donc il a dit à la NASA le jour même, attendez, mais il y a la Lune dessus, c'est pas un défaut, c'est bien la Lune. Et donc la NASA a publié officiellement, on a réintensifié un peu le signal et on a trouvé la Lune. Donc on voit bien, regardez, c'est extraordinaire, on voit une planète double dans le ciel de Mars, qui est sur la Terre et la Lune, qui sont notre étoile du Berger. Sur la Terre, notre étoile du Berger, c'est Vénus. Et bien là, l'étoile du Berger de Mars, c'est la Terre. Voilà, image suivante. Alors c'est une série d'images prises par Viking 2 qui vous montre la gelée blanche qui s'accumule à la surface, donc l'été, l'automne, l'hiver, le cœur de l'hiver, et ensuite au printemps, la gelée blanche se sublime dans l'atmosphère et laisse des traces. Et elle ne reste que là où il est dans l'ombre des rochers, vous voyez. Et donc voilà. Alors cette image est prise, il fait très sombre quand elle est prise. Donc il a fallu que j'intensifie pas mal, parce qu'on voit le sol complètement givré. Et là, il faisait moins 120 degrés. Voilà. Alors ça, c'est prise par Curiosity. Donc des traces, il a traversé un champ de dunes, et je trouvais ça très beau au coucher du soleil. Et c'est immortalisé. Donc j'ai refait un beau retraitement d'image pour vous remontrer les traces de Curiosity dans le sable. Image suivante. Voilà, alors d'autres images techniques. Ça, c'est Opportunity. Donc près du Grand Cratère Victoria, et vous voyez, ces images techniques sont belles. Là, il est tout contre un rebord de cratère. Il ne va pas rouler plus parce qu'il risque de déraper et de rouler au fond. Mais en fait, c'est impressionnant, c'est qu'on voit au bord d'une falaise et on voit au premier plan les panneaux solaires. Les panneaux solaires, oui, excuse-moi, oui, c'est vrai que tu es un géologue, excuse-moi. Non, pardon. Alors, voilà, donc, au premier plan, c'est les panneaux solaires. Les panneaux solaires, les ingénieurs. Là, il y a plein de cailloux. Ah, voilà, magnifique. Voilà, et là, on voit les strates géologiques. Voilà, ça c'est Gilles qui aime bien. Voilà, ça c'est pour toi et ça c'est pour moi. Voilà. Et donc c'est pour vous montrer que même les images techniques en noir et blanc sont très belles. C'est des mosaïques bien sûr. Alors, d'autres mosaïques que j'ai assemblées. Donc ça c'est le cratère Santa Maria, Sainte-Marie. Vous avez ce côté-là, donc ça on approche, et puis on va ensuite sur le côté ici, dans ce coin-là, et près au coucher du soleil, on voit les ombres qui s'allongent, voyez. Donc j'ai impeccablement retraité le signal pour que ça donne quelque chose, la vue telle que vous le verriez. Et les images techniques, encore une fois, sont très très belles, voyez. Ça, c'est 15-20 mètres. Ah, celui-là, ça c'était profond, c'était à peu près 90 mètres, 80. Ça c'était, attendez, ça c'était, non, j'ai une bêtise. Ça c'est 15 mètres, 20 mètres, on est dans une bêtise. On était à 30-35 mètres. Alors ça, c'est pris il y a 10 jours, près de... par Opportunity. Près de Marathon Valley, qui est la vallée du marathon, parce que pour y arriver, il a mis 11 ans. Et même quand il s'est posé, on ne pensait pas qu'il y arriverait de toute façon. Enfin, on a dit c'est la vallée du marathon, donc il l'a fait. On est à 42 km de son point de départ. Et donc vous avez les images brutes rapidement assemblées à la volée. Déjà assemblées en couleur, parce qu'en fait, chaque image brute, elles ne sont pas brutes. En fait, c'est un bleu, un rouge et un vert assemblés très vite. Et vous voyez que ça change parce que les temps d'exposition ont varié au fur et à mesure de la prise de vue. Donc moi, je les reçois comme ça, on va dire, enfin je les reçois en noir et blanc, je les assemble. Et une fois que je les ai assemblés, je les mets les unes sur les autres pour vous donner une image. Ensuite, je corrige. Et là, en vraie couleur, vous l'avez le paysage en vraie couleur. Et comme il y a une notion d'infrarouge, en infrarouge, je vous indique, quand il y a de l'infrarouge qui est pris, là c'était le cas, on voit la différence de composition quand même de la surface. Puisqu'on voit qu'ici, là où il y a du violet, c'est là où il y a de l'hématite, donc c'est un minéral ferreux. Et là où il y a du jaune, c'est plutôt des sédiments qui ont été amenés par les vents. Vous voyez, des silicates, d'autres sédiments. Et vous voyez, donc l'infrarouge permet d'avoir plus de détails, de discriminer là où sont les roches et les choses intéressantes à regarder. Aujourd'hui, on est exactement, on a roulé là, on a descendu et on est remonté un peu ici contre cette crête-là. Donc on est en ce moment en train de travailler sur cette crête-là. Voilà. On a une vue plongeante sur la vallée. Voilà. Et en fait, 3 mondes, un soleil. Voilà, ça sont des images prises en mode panchromatique sur Mars, donc dans le cratère Gusev. Et c'était une journée particulièrement claire parce que regardez, on voit donc au premier plan des roches de la géologie, la plaine du cratère Gusev, un deuxième arrière-plan et au fond les rebords, le rempart du cratère à 80 km. 80 km. Avec ici l'embouchure de Maadim Vallis. Ce creux-là, c'est l'embouchure là où est sorti un ancien chenal que tu avais beaucoup étudié, Gilles, qui est la raison pour laquelle on est rentré dans ce cratère, c'est pour aller explorer les fonds qui ont été peut-être lessivés par l'eau.
et dans lequel l'eau a stagné. Et regardez, c'est sublime comme vue. Et j'ai mis 3 mondes à soleil parce que je vous aurais dit qu'on est sur Mars, c'est parce que je vous dis que vous êtes sur Mars, mais en fait, ça aurait pu être pris dans n'importe quel désert terrestre, objectivement. Voilà. Bravo Olivier. Moi, je trouve que ces images sont... D'abord, elles sont extrêmement techniques, mais elles sont aussi très poétiques et chargées de beaucoup d'émotions. Alors, pour terminer ce petit parcours, on va prendre un peu plus encore de champ, puisque toi, quand tu fais des photos, outre la Lune, qui est le premier objet qu'on va photographier, eh bien, tu vas reculer petit à petit le regard pour partir dans le ciel plus lointain et bien au-delà de ce que les planètes, de ce que les sondes spatiales explorent. Et donc, si on peut mettre les dernières photographies réalisées par Thierry de ce qu'on appelle le ciel profond, qui peut être soit le système solaire, soit encore plus loin, au-delà du système solaire, des photos des étoiles. Voilà, je ne suis pas allé très loin, en fait, pas très loin dans le profond. Je suis resté plus dans le système solaire. D'accord. J'ai beaucoup hésité, j'avais un peu l'embarras du choix. Et puis je suis resté sur des images assez proches aussi. Alors est-ce que la photographie est techniquement très différente quand on photographie la Lune d'une éclipse de soleil ou d'autres corps célestes un peu plus lointains? Oui, quand même. On n'utilise pas forcément les mêmes appareils, comme je disais tout à l'heure, soit des réflexes, soit des caméras CCD, soit des caméras vidéo. Pas forcément les mêmes instruments. Il y a des photos faites avec un simple objectif photo, même un grand angle ou un téléobjectif, ou un instrument astronomique à grand champ, à petit champ, à très grande focale pour les cratères de la Lune. Donc c'est vraiment c'est très très varié. Moi, les focales que j'utilise, et ça parle aux photographes, elles vont de 8 mm à 8000 mm. J'ai un facteur 1000 dans mes focales. Et dans les temps de pause, le temps de pause, ça va du plus court que je puisse faire avec mon réflexe, c'est-à-dire un 8 millième de seconde, jusqu'à des pauses de plusieurs heures. Alors, pas une pause unique de plusieurs heures, des pauses découpées en petits morceaux de, on va dire, 5 minutes. Donc c'est extrêmement varié. C'est très varié. Parce que là, on distingue quand même dans le disque lunaire des choses. Alors c'est quoi? C'est vraiment les mers lunaires? Alors là, c'est vraiment les mers lunaires, tout à fait. Alors j'ai mis 2 éclipses. La première en haut, c'est un chapelet. C'est pas très compliqué à faire. C'est fait avec une petite lunette. Un appareil numérique. Alors c'était mon premier appareil numérique. C'était en 2001. C'était un ancêtre avec 2 millions de pixels. Et je pense que c'est la première fois qu'une éclipse totale de soleil était prise au numérique. En tout cas, j'ai pas vu d'autres images. C'était donc juin 2001. Voilà. Et on voit déjà les taches solaires. Et où était-ce? Alors c'était en Angola. En Angola. 2001, c'était l'Angola. Les chasseurs d'éclipses sont des grands voyageurs. Hein. Ah oui, mais ça fait partie du charme aussi de l'éclipse. Hein. C'est ça. Et même si on la rate comme ça, au moins on voit du pays. Donc cet appareil photo numérique qui permet déjà de voir les taches solaires, c'est-à-dire les grandes éruptions à la surface du Soleil. Oui, tout à fait. Voilà, j'avais installé l'appareil. C'était un petit appareil compact, hein, c'était même pas un réflexe, avec son objectif derrière l'oculaire de la lunette. C'était assez acrobatique. Puis c'était ma première éclipse totale en plus. Donc la magie, j'étais nerveux. La magie, c'est que le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune et il y a 400 fois la différence en voilà, distance. La Lune est 400 fois plus proche. Donc en diamètre apparent, ça se rejoint. Pareil, alors qu'en réalité, le Soleil fait 1 200 000 km de diamètre. Tout à fait. Celle d'en bas, c'est plus récent, c'est 2006, prise en Égypte. Une très belle éclipse totale aussi, sans nuages. Bon, on n'était pas loin, il pleuvait la veille, hein, mais bon, il a fait beau le jour même. Des éclipses, c'est toujours. On le verra vendredi, hein, si on a de la chance. Vendredi, hein, n'oubliez pas, l'éclipse partielle à Paris et totale, évidemment, au pôle Nord. Totale au pôle Nord. Hop, on a sauté de. Station spatiale, voilà, station spatiale. Ça, c'est la station spatiale qui passe devant le Soleil pendant une éclipse. Donc là, on multiplie la complexité. Ah oui, il faut synchroniser les deux. Il y a plusieurs plans. Il y a les 400 km de la station, les 380 000 de la Lune, et puis les 150 millions du Soleil derrière. Et là, il y a une photo. Hein. Là, il y a une photo avec un réflexe, une petite lunette. Et un filtre devant. Et un filtre solaire devant, oui, tout à fait. Ça a été pris à Oman, au sultanat d'Oman. Sultanat d'Oman. Rendez-vous compte que la petite tache solaire en bas à droite du disque, elle fait quoi, 2-3 fois la Terre? Oh oui, même largement. 4. Oui. Alors que la petite tache spatiale en haut à gauche fait 100 mètres. Voilà. Il te reste à prendre maintenant. Donc la prochaine photo, c'est la Lune en transit avec la station spatiale et Vénus. Oui. Peut-être. Alors ça, je l'ai fait pendant le transit de Vénus de 2012, mais j'ai pas pu faire la station spatiale. J'ai fait le télescope Hubble. Ah, c'est bon. Alors Thierry ne le dira pas, mais moi je peux le dire. Hein, et il a donc certaines de ces photos ont fait la une de CNN à la météo.
Hein, et voilà, certaines ont fait aussi la une de Times. C'est la une du Times, ça c'est en 2009, ça c'était un souvenir extraordinaire. Je suis allé c'était la dernière mission de réparation de Hubble. C'était Atlantis qui allait réparer Hubble, c'était en mai 2009. Je suis allé à Cap Canaveral, enfin au centre spatial Kennedy, pour voir le décollage de la navette. Et j'ai pris cette photo tout près du centre spatial. Il y en a d'autres que j'ai pris dans le centre spatial. J'ai pris cette photo tout près du centre spatial, 24 heures après le décollage. La navette est à 250 km d'altitude, donc elle n'a pas encore rejoint Hubble qui est à 600 km d'altitude, lui. Et le temps de passage de la navette devant le Soleil est d'un quart de seconde. Donc je ne l'ai pas vu passer, hein. J'ai fait la photo, la rafale, clac, 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 clac. Et puis après, j'ai regardé sur l'écran de l'appareil si je l'avais, et je l'avais. J'étais pas mécontent. J'étais pas mécontent parce que j'avais pas de deuxième chance. Hein. C'était avec une chance, c'est tout. Incroyable. Je l'ai prise l'année dernière. Celle-là, c'est encore un transit de la station spatiale devant le Soleil. L'a pris avec un filtre particulier qui montre. Voilà, c'est du H-alpha qui montre les éruptions et les protubérances. Donc on voit la vraie nature, enfin l'une des vraies natures du Soleil et de sa surface tourmentée et extrêmement active, qui est balafrée en fait par un transit de la station spatiale. Ça s'est pris près de Chartres, hein, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. Et donc là, tu minutes entre guillemets, puisque entre deux espaces, deux écarts de la station, on voit qu'il y a exactement la même distance. Oui, bah là c'est pris en vidéo, c'est une caméra vidéo qui tourne à, c'est pareil, 40 images par seconde. 40 images secondes. La suivante. Voilà. Alors j'aime bien prendre la station aussi la nuit, quand elle passe au-dessus de nos têtes. Alors la nuit, avec un télescope aussi qui a été modifié pour pouvoir poursuivre en automatique la station, c'est-à-dire que je dirige le télescope vers l'endroit d'où va arriver la station. Il voit le point lumineux qui apparaît, il accroche automatiquement. Enfin, j'appuie sur un bouton, il accroche automatiquement. Le télescope suit tout seul la station. Moi, j'ai plus qu'à filmer. Alors ça, c'est un extrait d'un film. Donc on voit bien ici les panneaux solaires. Donc à droite et en haut, c'est ta photo. Ça, c'est ma photo. Ça, c'est une photo de la NASA. Ça, c'est une photo de la NASA. C'est-à-dire que tu fais presque aussi bien que la NASA, qui elle est sur place. Qui elle est sur place, oui. Donc on voit les panneaux solaires, on voit des radiateurs. Ça, les zones très brillantes, c'est pas des panneaux solaires, c'est des radiateurs. On voit la navette spatiale ici. Ça, c'était en 2011. Par la tranche, voilà, on la voit par l'arrière. Donc aussi, il y a les tuyères, il y a les ailes et il y a l'empennage ici. Donc on la voit vraiment par l'arrière. Ça fait partie d'une vidéo en fait où on voit la station qui tourne. Donc on voit d'abord la navette par le dessus, puis ensuite par le dessous. Et là, on voit un petit V. Là qu'on voit mieux sur l'image de la NASA qui est un bras articulé. Au bout de bras articulé, il y a un astronaute qui est là, et moi je l'ai là, le petit point blanc qui est là, l'astronaute. Et tu l'as envoyé Oui, l'astronaute s'appelle Steve Bowen. Et il m'a écrit, il m'a envoyé un mail, il m'a dit je suis très content d'avoir été pris du sol. Et on a échangé des photos dédicacées. Il m'a dit la prochaine fois que vous venez à Houston, je vous ferai visiter le centre d'entraînement. Extraordinaire, bravo. Voilà. Ouais, splendide. Et puis, alors, des choses qui n'ont rien à voir, deux photos pour terminer, mais pour illustrer le fait que l'astronomie, c'est aussi beaucoup voyager. Ça, c'est pris en Norvège, dans le nord de la Norvège, le mois dernier, très au-delà du cercle polaire. Donc là, c'est un 8 mm. Là, c'est un 8 mm, c'est un fisheye. C'est-à-dire que là, vous avez le ciel entier, avec tout l'horizon tout autour. On voit les arbres. Je suis dans une petite clairière, donc on voit les arbres tout autour. Et on voit des aurores boréales, parce que ce sont évidemment des aurores boréales, qui traversent tout le ciel et qui bougent. Combien de temps de pause Là, c'est 4 secondes de pause. 4 secondes, hein, c'est très dynamique. Hein, c'est très dynamique, oui. J'en ai filmé l'année dernière en vidéo, et on voit des mouvements ultra rapides. Et même en vidéo à 25 images par seconde, c'est tout juste suffisant, tellement ça va vite. Voilà. Et puis la dernière, c'est un autre voyage, ça c'est aussi l'année dernière, c'était en fin juin 2014. C'est en Indonésie, donc des photos prises pendant toute une nuit, pendant plusieurs heures, avec 2 volcans. C'est pris sur Java, donc ça c'est le plus haut volcan de Java. On voit la fumée qui s'échappe du cratère du volcan et qui est éclairée par la lave qui est à l'intérieur. Là, il y a un deuxième volcan qui fume tranquillement. Et puis là, il y a des voitures qui passent, des 4x4 qui passent pour emmener les touristes la nuit. Et puis des gens qui montent se balader avec leur lampe frontale sur les bords de cratères. Là, au total, il doit y avoir... avec les rotations d'étoiles, il doit bien y avoir 4 heures. Il n'y a qu'une seule photo là encore. Non, alors c'est des pauses de 30 secondes.
Ah, donc il y a des centaines de poses de 30 secondes. Prise au CCD alors. Prise avec un boîtier réflexe sur un pied. Voilà. D'accord. Très simple, hein, j'étais parti léger. Et c'est l'ordinateur qui programme, ou tu es derrière pendant les 4 heures? Ah non, moi j'ai un petit connecté boîtier au réflexe, j'ai ce qu'on appelle un petit intervallomètre. Donc un petit boîtier avec un écran et quelques boutons. Où je dis voilà, je veux des pauses de 30 secondes. Tu m'en fais en continu pendant plusieurs heures ou indéfiniment, et l'appareil, clac, 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 clac. Alors, en milieu de nuit, il a fallu quand même que je change la batterie de l'appareil, donc il faut se dépêcher pour pas qu'il y ait de trous dans les traînées d'étoiles. Très bien. Bravo. Bravo. Moi, je vous encourage à applaudir nos 2 artistes, car ce sont des artistes. Il nous reste quelques minutes pour des questions, si vous avez des questions. On peut faire circuler un micro. Ben voilà, très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Olivier ou à Thierry, ou aux 2? Profitez-en. Moi, je trouve évidemment leurs images splendides. Chaque fois, c'est une découverte, un voyage, une émotion. Beaucoup de sensibilité aussi. Et chaque astrophotographe et chaque spécialiste du retraitement de l'image a sa sensibilité et donc sa particularité. Monsieur. Oui, bonjour. Sur la photo que vous avez montrée en début, la station spatiale avec je crois, la Lune, comment se fait-il qu'on arrive à voir presque les 2 nets? Normalement, la station spatiale est à 400 km à peu près, la Lune, bon, beaucoup plus. Oui. Et on a l'impression que les 2 sont nets. Ah ben les 2 sont nets, et heureusement d'ailleurs. C'est la même photo, c'est un one-shot? Ah oui, bien sûr. Oui, moi, je fais pas de photomontage, donc tout est en one-shot. C'est très simple. La distance, c'est à 400 km, que ce soit à 400 km, à 400 000 km ou à 400 millions de kilomètres, c'est l'infini. Pour un appareil photo, c'est l'infini. Tout est net. Tout est net. Vous savez, vous allez en haut d'une montagne dans les Alpes, vous prenez en photo les montagnes qui sont à, on va dire, à 10 km. Bon, elles seront, la mise au point est la même, que ce soit pour la montagne à 10 km, pour la Lune, le Soleil, les étoiles ou tout ce que vous voulez. Au-delà de quelques kilomètres, on va dire, pour l'appareil photo, c'est l'infini et la mise au point est la même. Heureusement d'ailleurs, puisque pour faire ces photos-là, je fais d'abord la mise au point sur la Lune, puis j'attends que la station arrive. Et si les 2 n'étaient pas nets en même temps, là, ça serait vraiment la catastrophe. Deuxième question, sur la plupart des photos sur la Lune qu'on nous a montrées, je ne sais pas si c'est une illusion d'optique, mais j'ai l'impression que les axes des ombres, donc on voit des astronautes, souvent on voit l'ombre portée d'un astronaute, ne correspond pas à l'axe des ombres des cailloux. Il y a quelque chose d'étrange. Alors il y a les ombres qui convergent, c'est ça? Parce que vous tournez sur vous-même, c'est pour ça. C'est un panorama. Alors, je pense qu'il y a 2 phénomènes. Mais des fois, on voit le soleil en face. Alors, parce que c'est des panoramiques. Ce sont des panoramiques qui sont faits par assemblage d'images. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des panoramiques en photo. Moi, j'en fais de temps en temps. C'est assez marrant. C'est assez facile à faire. Surtout que maintenant, il y a des logiciels. Vous leur jetez le paquet de photos et puis ils arrivent à retrouver quelle photo coller à côté de laquelle. Donc, on prend un appareil photo. Il y a même des smartphones maintenant qui font ça. On fait clac, 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 clac. Et puis, il assemble le tout. C'est quasiment magique. Effectivement, si vous prenez un panoramique qui fait au moins 180 degrés, d'un côté de l'image, vous allez avoir le soleil, et puis de l'autre côté, vous allez avoir les ombres. Mais le panoramique, pour projeter sur un écran, c'est à plat. J'ai bien compris. C'est de la projection. Les photos qui nous ont été montrées, je crois que c'est votre collègue qui nous les a présentées, commentées. On n'avait pas l'impression que c'était des panoramiques, c'était les photos de prise d'Apollo. Non, j'ai bien dit que c'était des panoramiques. Elles sont toutes des panoramiques. Ah, d'accord. Oui. Ok. Oui. Alors les photos, sur d'autres photos aussi qui ne sont pas des panoramiques, parce que ça c'est un truc aussi qu'on voit de temps en temps, effectivement, on voit des ombres, par exemple l'EM, un astronaute, on voit des ombres qui convergent. On dit tiens, les ombres ne sont pas parallèles. Ça porte un nom, ça s'appelle la perspective. Ça a été inventé il y a très longtemps par les peintres, hein, il y a quelques siècles par les peintres. Et si on fait une photo d'un groupe de personnes l'été au soleil sur la plage, on verra aussi, c'est la même chose, hein, que les ombres convergent toutes vers l'infini, hein, vers la perspective. Donc vous avez 2 phénomènes en fait, soit vous avez fait panoramique, soit vous avez fait l'effet perspective. Y a-t-il une autre question? Oui, bonjour. Vous nous avez parlé sur les photos sur les planètes de couleurs qui seraient celles qu'on verrait si on était sur place. Comment vous êtes capable de savoir quel est le niveau quelle est la couleur qu'on devrait trouver? Parce que je fais ce qu'on appelle un white balancing, c'est-à-dire que je reconstitue la couleur telle qu'elle aurait été sur Terre.
Et parce qu'il y a des mires de couleurs. Parce qu'il y a des mires de couleurs qui sont embarquées sur les sondes. Sur les sondes. Sur les sondes. Et on compare la couleur, par exemple sur Mars, qu'on voit sur la sonde sur Mars, la couleur qu'il y a sur la sonde sur Terre. Et on enlève de Mars, de la couleur que l'on voit sur Mars, le composé. Alors, si on veut. Alors, il y a deux choses. Soit on veut avoir la couleur telle que vous la verriez, vous, un œil humain sur Mars. Donc, à ce moment-là, la correction, c'est une correction de temps d'exposition de filtre. Soit vous voulez savoir à quoi vraiment ressemble la surface de Mars si on la voyait sur la Terre. Et là, il faut faire une balance de couleurs complète, c'est-à-dire recalculer. On enlève tout le composé que donne l'atmosphère martienne de couleurs, puisque l'atmosphère martienne est dans les saumons, on va dire. Donc on enlève toute la couleur saumon de l'atmosphère martienne et on imagine que le ciel soit bleu. Et à ce moment-là, ça vous donne la couleur vraiment du sol de Mars tel que vous le verriez sur la Terre. Moi, ce que je reconstitue, c'est pas ça. Moi, ce que je reconstitue, c'est la couleur telle que l'œil humain le verrait sur Mars. Sur Mars. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais je peux faire. Moi, je fais des white balance parce que parfois, on se challenge entre nous. On est 4 dans le monde à peu près à faire le même genre de choses. On se challenge sur des images très compliquées. Par exemple, j'ai eu affaire parce qu'il se trouve que Curiosity emmène des pièces de monnaie qui servent au calibrage de la caméra à très haute résolution, une caméra qui est une espèce de caméra loupe. Et il y a des pièces de monnaie, il y a une pièce d'$1 américain. Et elle se couvre de poussière. Et puis il y a des mires de couleurs à côté qui ont été mises qui se couvrent de poussière. Et donc j'ai pu, 5 jours après l'atterrissage, reprouver que les mires commençaient à accumuler de la poussière parce que j'ai fait le white balancing. Et j'ai pu montrer, voilà, elles se couvrent vraiment de poussière parce que, regardez, vues sur Terre, aujourd'hui, voilà la couleur qu'elles auraient. Voilà, par exemple. Bon, c'est très technique, mais ça permet de savoir. Alors aussi, pour la Lune, les astronautes avaient ce qu'on appelle un gnomon, qui est une espèce de tripode avec on l'a vu plusieurs fois, d'ailleurs. On l'a vu plusieurs fois, donc on le pose comme un trépied d'appareil photo, mais très léger, qu'on pose, qui a une ombre portée, ça permet de calculer l'incidence solaire, mais en même temps, il y a un damier avec du gris et un rouge, un vert, un jaune. Et en fait, on reconstitue les couleurs toujours à partir de deux choses. Le vert, le rouge, le jaune peut aider, mais c'est surtout la balance de gris qui aide. Parce que la balance de gris, si vous la voyez, ça vous donne la saturation. Parce que la couleur, c'est un problème de chrominance, de luminosité, mais de saturation. C'est un peu comme votre poste de télé. Quand vous le tournez et que vous mettez les couleurs saturées, vous allez voir brutalement, les personnages vont être rouge brique si vous saturez trop les couleurs. Et donc la couleur joue beaucoup aussi sur la saturation. Et le fait de voir les gris, si je vois sur le gnomon, en retraitant bien les images, que je vois toutes les nuances de gris qu'il y a dedans, c'est que globalement, la couleur va être bien balancée. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas saturée. Et la saturation est une composante importante des couleurs. Parce qu'on dit toujours, oui, du moment que le bleu, le vert et le rouge sont bons. Non, c'est pas vrai. Parce que, par exemple, moi, je suis par exemple pas d'accord avec les couleurs qui ont été, et je l'ai dit publiquement, qui ont été publiées par Cornell sur les dernières images prises au sommet du mont, là, quand on a atteint le sommet du cratère Endeavour. On est arrivé pour Opportunity. Ils ont fait une image qu'ils ont publiée sur Internet, une image où tout paraît noyé dans une espèce de rouge, brun, jaune, sans aucun détail. Et je ne suis pas d'accord. Parce que les filtres ont vieilli et c'est trop saturé. Et j'ai publié à part les images désaturées. Et j'ai quelqu'un d'un blog m'a engueulé en disant ouais, mais tu peux pas dire que Cornell. Je dis non, je suis désolé. De temps en temps, ça leur arrive aussi. Moi aussi, ça m'arrive de me tromper. Mais enfin là, objectivement, les filtres ont vieilli et voilà pourquoi les filtres ont vieilli et pourquoi les couleurs sont trop saturées. C'est trop saturé. Voilà, donc il y a même des polémiques sur parce qu'eux, ils assemblent automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont pas embêtés. Ils ont mis dans un de ces fameux logiciels dont Thierry a parlé, qui a quand même bien assemblé les images entre eux, donc qui a quand même assemblé le bleu, le rouge, le vert, ça c'est vrai, ils l'ont fait. Mais ils ont oublié que les films avaient beaucoup, que les filtres avaient, et ils ont trop saturé. Et quand vous voyez l'image finale, on voit pas grand-chose, tout est bleuté par une espèce d'ambiance, d'abord très sombre. Or, le cerveau humain va corriger la luminance et le contraste, c'est-à-dire que vous êtes sur Mars, vous allez vous corriger un peu, c'est-à-dire que votre cerveau va retraiter l'image, le cerveau est très bien fait, et vous allez déjà voir plus de contraste, plus proche. Vous allez voir plus de contraste déjà dans l'image que celle qu'elle apparaîtrait. Parce que la caméra, par exemple, prise par Curiosity aujourd'hui, qui est une caméra tirée du commerce, on va dire adaptée, vous donne tous les jours des images couleurs de Mars. Et qui sont fidèles en couleur, assez fidèles. Je dirais plus pour la caméra qui est en bout de bras, qu'on appelle la Mali, que pour la caméra qui est au sommet du mât, elle tire plus vers le jaune. Bon, mais ça, c'est identifié, tout le monde le sait. La caméra au sommet du mât donne une couleur tirant vers le jaune, et celle qui est au bout du bras donne des couleurs à peu près bonnes, à peu près celles que verrait un œil humain. Et bien, si vous voulez, quand vous les assemblez très vite par un logiciel, etc., et que vous ne corrigez pas, ne serait-ce que
ne serait-ce que la saturation, vous aurez des couleurs trop saturées. Et donc, trop saturées, c'est-à-dire des mauvaises couleurs. Et en particulier, le gris va devenir du bleu. Or, si vous voyez un jour des roches bleues sur Mars, c'est pas possible. Il n'y a pas de bleu sur Mars. Le bleu est une saturation du gris sur certains moniteurs. Les roches sont grises, mais quand je dis gris, c'est vraiment un rouge 50, bleu 50, vert 50. C'est à l'identique. Et moi, le petit test que je fais, c'est que je mets ma petite pipette de couleur sur mes roches martiennes, et je sais qu'il y en a qui sont vraiment très grises, et je vois tout de suite, quand j'ai un bleu 20, rouge 21 et vert 22, par exemple, je sais que je suis proche de la couleur quasiment de l'image. C'est un exemple. Enfin, les roches sont grises. Une roche bleue, ça n'existe pas. Question suivante. Pardon. Autre question? Ah, une dernière question pour monsieur. Quelqu'un d'autre? Pas d'autres questions? Ça va être la dernière. Sur une des premières photos de Thierry, aussi avec la station spatiale, on voit la Lune magnifique. Et il y a un point très blanc, très clair, on va dire à sud-est, avec des rayons qui partent du centre. Un cratère d'impact, oui. Et comment on explique que c'est... Mais c'est vraiment des rayons très longs, hein. C'est pas des pierres éjectées, c'est vraiment des traînées. Ça fait partie du souffle, en fait, et il y a quand même des éjectats, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle poussière, les éjectats, c'est la poussière, le souffle, tout le matériau. Qui laisse des traces qui en laisse ligne. des grandes traces rectilignes extrêmement profondes. On a les mêmes parfois sur Mars, on a les mêmes parfois sur Mercure ou sur l'ensemble des corps solides du système solaire. Et sur la Lune, c'est le seul point d'impact qui... Ah non, il y en a partout. d'autres. Non, mais sur cette photo, c'est le seul endroit où on voit ces grandes lignes qui partent. À l'œil nu, oui, globalement. Non, oui, parce que la photo, elle montre la Lune dans sa globalité. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres cratères plus petits qui ont fait des éjectats, alors moins nets, donc on les voit moins sur une vue complète de la Lune. Et puis c'est aussi que ce sont des cratères récents. Parce que des cratères plus anciens, il y a eu d'autres cratères qui sont retombés par-dessus, voire des coulées de lave dans les temps encore plus anciens, qui ont couvert ces éjectats. Donc en fait, au fil du temps, les choses, effectivement, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas d'érosion. Mais comme il y a quand même des impacts, alors les gros cailloux, bon, il n'y en a plus maintenant qui tombent sur la Lune, ou alors c'est rarissime. C'est assez rare. Mais voilà, les petits cailloux qui tombent dessus. D'ailleurs, il y a des amateurs maintenant qui surveillent la Lune, qui font des vidéos en continu de la Lune et qui arrivent à voir des impacts d'objets de quelques mètres de diamètre, la taille ou même un peu plus petit de celui qui est tombé en Russie, là, à Tcheliabinsk. Ils arrivent à avoir un tout petit flash de lumière sur le côté sombre de la Lune. Juste pour compléter ce que disait Thierry, quand il tournait autour de la Lune, je pense en particulier à Apollo 15, Worden voyait à l'œil nu l'endroit où le LEM s'était posé par les traînées faites par les rétrofusées. La rétrofusée fait le rayonnement de toutes les matières éjectées par rétrofusée, et on le voyait, ça faisait un truc un peu plus clair. Et il l'a photographié et on le voit. Alors c'est moins net qu'avec les nouvelles images qu'on a prises avec le Lunar Reconnaissance Orbiter, mais on voit très nettement, pour compléter ce que disait Thierry, même quand le LEM se posait, ça faisait comme un mini cratère sous le LEM. Voilà. Comme sur Mars avec les rétrofusées de certains engins qu'on envoie, qu'on peut après photographier depuis l'espace, puisque de toute façon on le voit, puisque la couleur en fait, de la subsurface n'est pas la même que la couleur exposée depuis des millions d'années au vide spatial sur la Lune ou à l'atmosphère martienne sur Mars. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir à nos deux invités une fois encore. Je rappelle que Thierry a écrit et coécrit 2 livres, notamment Le Grand Atlas de la Lune aux éditions Larousse avec Serge Brunier et Astrophotographie aux éditions Erol. Et puis Olivier aussi a écrit beaucoup de livres, dont À la conquête de Mars chez Larousse, qui est en rupture de stock, mais Vision de Mars chez La Martinière et Lune chez Taillandier, que vous pouvez feuilleter là. Je vous invite à les acheter, courir les acheter pour aller les faire dédicacer à la librairie, juste à la sortie à gauche. Merci encore pour votre visite à la Cité des Sciences en ce week-end très lunaire et à très bientôt pour d'autres aventures spatiales. Merci.